Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Lucien, alias Thierry Vigneault-Boiserie, youtubeur déjanté aux plus de 700 000 abonnés, mais vous allez découvrir dans cet épisode, il est bien plus que cela. Il nous évoque son enfance et comment sa passion pour les sports mécaniques a d'abord débuté par la moto à l'adolescence, même si sa mère a toujours eu un attrait pour l'automobile. À travers cet épisode, Lucien nous dévoile aussi comment à 26 ans à peine aujourd'hui, il a pu posséder ou possède encore tant de voitures qui en feraient rêver plus d'un, et la face cachée de l'image que cela peut renvoyer. Entre automobile, entrepreneuriat, rêve, partage de sa vision de la vie ou encore déclaration d'amour pour les Citroën BX et les BMW E36 TDS, cet épisode est une véritable pépite qui lève le voile sur un personnage inspirant et bien plus complexe que son image de Thierry Vigneault-Boiserie ne peut laisser paraître. C'est aussi l'occasion pour Lucien de dévoiler quelques exclus sur ses futurs projets professionnels et automobiles. Bref, c'est un épisode qui est avant tout le parcours d'un jeune passionné qui se donne les moyens de vivre ses rêves tout en restant fidèle à la personne qu'il est. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Lucien fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Lucien. Salut. C'est un plaisir de t'accueillir dans La Boîte à Gants. En fait, c'est plutôt toi qui m'accueille dans tes bureaux près d'Angers. Voilà, et isolé phoniquement. Et isolé phoniquement. Je te reçois dans les bonnes conditions. On est dans un véritable studio. C'est incroyable, c'est incroyable. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots ? Bah écoute, moi je m'appelle Lucien. Beaucoup de gens sont pas au courant, mais mon vrai prénom c'est Lucien. Thierry, c'était le nom de mon papa, qui est plus là. Et puis voilà quoi, j'ai 26 ans. On a le même âge. On a le même âge. Et puis je pense que maintenant je peux dire que je suis youtubeur. J'ai longtemps hésité, tu sais, c'était youtubeur, c'est à partir de quand on peut dire qu'on est youtubeur, tu vois ? Quand on en vit, quand on fait un peu de vues. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va. Et donc tu l'as dit à demi-mot, mais c'est quoi ton nom ? Enfin, t'es connu sous quel nom ? Thierry Vigneault-Boiserie. D'accord. Voilà, le nom de mon papa. Et puis le délire Boiserie, qui est parti en fait d'un vieux délire sur les intérieurs des anciennes BMW avec les vieilles boiseries sur les tableaux de bord et les panneaux de porte. Et puis c'est parti d'un délire comme ça où on trouvait ça moche au départ et puis à force, le moche devient beau. Voilà, le moche devient beau et puis après c'est un mot qu'on utilisait pour définir un peu tout, tu vois, et puis voilà, c'est parti comme ça d'un truc vraiment à la con quoi. Parce que justement l'automobile a une place vachement importante sur cette chaîne YouTube, mais on va y revenir si tu veux par la suite. Pour commencer un petit peu sur ton enfance, l'automobile, quelle est la place de l'automobile dans ton enfance ? Et bah dans mon enfance, au départ il n'y a pas une grosse place dans l'automobile parce que mon père c'est pas du tout quelqu'un qui aimait l'auto. Ok. Ma mère par contre aimait beaucoup les voitures. Elle a toujours, c'est quelqu'un qui a jamais eu beaucoup d'argent. Elle a toujours, je sais pas comment te dire, mais elle a toujours eu vraiment presque des problèmes d'argent toute sa vie quoi. Okay. C'était vraiment toujours la galère de la fin du mois. Exactement. C'était pas quelqu'un. Je dis pas elle avait pas d'argent pour dire elle était bien quand même. Non, elle était vraiment. On était des gens qui avaient pas beaucoup d'argent. Mais c'était du genre à mettre tout dans une voiture. Donc ma mère a jamais été propriétaire d'une maison, ce qu'elle pouvait pas, etc. Mais elle arrivait toujours à bricoler, à choper une vieille Porsche, un vieux truc, tu vois, qu'elle arrivait à chiner à droite. Il y avait plus de troisième. C'est quoi cette Porsche par exemple ? C'est quoi ce souvenir ? C'était une 911 que ma mère elle a eu. C'était un modèle 996. Ok. Qu'elle a eu, mais la caisse c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la vraie merguez, tu vois. Mais elle s'en foutait. Surtout que la 996 c'était la génération qui était pas trop aimée des 911. Ouais, etc. c'est ça, c'est comme le mec qui s'arrache pour avoir sa Boxster et puis qui se fait défoncer sur chaque parking parce que c'est la Porsche du pauvre. C'est les bonnes réflexions de bolos. Qui commence à changer sur le Boxster d'ailleurs, mais ça commence à changer parce qu'aujourd'hui ils ont fait un truc incroyable, mais c'est vrai que tu prends une 986 Boxster, les gens ils te taillent direct quand t'as ça. Alors que c'est une super caisse, hein, j'en ai une. C'est moi. clair. J'en ai une, c'est une super caisse, ça freine bien, super châssis, même le 2,5 litres qui fait 200 chevaux, c'est une super caisse. Et c'est pour ça que c'est la mentalité des gens en fait, hein, qui vient dire oh c'est la moins chère, tu vois. C'est comme les gens qui disent oh la Cayenne ça vaut plus rien. Mais mec, t'as de la chance que 10 000 euros pour toi ce soit plus rien, tu vois. Pour moi c'est 10 000 euros, c'est énormément d'argent. Mais les gens aiment bien, tu sais, un petit peu clasher. C'est comme
Le mec qui arrive en Audi R8 et on lui dit « Ah, mais c'est que le V8, tu vois. » Comme s'il y avait forcément besoin de 10 cylindres dans une Audi R8. Et c'est un peu cette mentalité-là que ma mère, elle aimait bien clasher. Et c'est pour ça qu'elle se débrouillait toujours pour avoir une vieille caisse, mais elle pouvait pas se l'acheter, la 996. Donc elle en chopait une qui avait des problèmes de boîte, qui était à moitié cassée, à moitié abandonnée. Elle trouvait un pote qui lui trouvait des pièces, machin. Et donc elle a toujours eu des belles caisses. Donc ça a commencé comme ça, avec ma mère qui a eu cette vieille voiture. Et puis après, elle s'en est séparée parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Cette Porsche, c'est celle qui t'a le plus marqué ou il y en a d'autres qui t'ont marqué? Non, parce qu'elle l'a pas eu longtemps. Elle l'a pas eu longtemps. C'était une voiture qui avait bidouillé un peu comme ça. Tu vois bien, quoi. Il y avait pas trop de papier, il y avait rien. C'était un peu. Ma mère, elle était vraiment dans un autre délire. Aujourd'hui, on pourrait pas, quoi. Ouais. Et c'est notre époque aussi. Une autre époque, complètement. Et puis elle avait après une Mercedes 190 qui était avec les bas de caisse AMG et tout, tu vois. Et celle-là m'a marqué par contre parce que elle l'a eu, j'étais en primaire et c'était vraiment à l'époque t'arrivais avec une Mercedes 190 E, elle était blanche, elle était surbaissée avec des jantes en 18, mais à l'époque le 18 c'était le 21 d'aujourd'hui. C'est clair. Je te parle de ça, on était en 2008 quoi. Je pense que c'était ça, 2007, 2006, 2007. Et c'était encore dans la belle époque de l'automobile pour moi. Et donc quand t'arrivais avec ça à l'école, c'était une voiture de fou, tu vois. Et surtout que je te dis, elle avait les petits bas de caisse AMG, les petites jantes borbettes là, posées par terre. C'était une caisse de fou. C'était un 2 litres diesel ou 2 litres 3 diesel, je sais plus trop la motorisation, mais c'était un diesel Atmo. Tu vois le truc. 86 chevaux, je crois, de mémoire. Pourtant, elle avait un esthétique de fou. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce qu'on avait l'impression de rouler dans une voiture de fou, quoi. Et c'était à l'époque où ces voitures-là étaient encore jolies et qu'on trouvait ça joli. Après, elles sont passées par des phases où c'était les gens qui avaient pas trop de sous qui se payaient ça. Tu vois, comme ça a été à une époque les E36. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, les BMW E36, c'est les gens qui ont de l'argent qui se les payent. Parce que tu vois, une 320i, ça vaut 6 000 €, quoi. Et c'est tout ça qui m'avait bercé un peu dans l'automobile. Mon père était pas du tout là-dedans. Lui, mon père, c'était... Il roulait en quoi, par exemple, ton père? BX. Mon père, toute sa vie, il a eu des BX et il ne voyait que par les BX. Et il y a une raison derrière ça? Il était amoureux de cette caisse. Et les suspensions hydrauliques qui ont que des problèmes, lui, il adorait. La conduite, puis c'est vrai que c'est trop bien à rouler. Moi, j'en ai une, c'est trop bien. C'est trop bien à rouler. Ça démarre tout le temps. C'est vraiment une super caisse. Et qui est pas chère. Aujourd'hui, la BX, tu vois, mes vidéos, elles ont pas encore eu assez d'impact pour les faire recoter. Mais on reparlera de l'impact sur la TDS. Ouais, parce que je pense qu'il y en a eu un quand même. Je pense aussi, ouais. Mais la BX, en tout cas, ça reste des voitures pas chères. Une classique comme celle que j'aime en diesel ou une bonne voiture pour rouler tous les jours. Après, effectivement, les modèles un peu Youngtimer, là, les sports, etc., c'est comment ça. Une BX GTI, c'est soupape, ça vaut déjà 12-13 000 €, quoi. Ouais. Mais par contre, une comme la mienne, c'est hyper intéressant. Le mec qui veut commencer, qui a un jeune permis, c'est assurable sans problème, ça roule bien, ça consomme 3-4 litres au 100. Sérieux? C'est abusé. Tu fais genre 1500 bornes avec le plein. Vache. C'est incroyable. Depuis que je l'ai, ça fait des mois que je l'ai, j'ai fait 3 pleins. Et je l'utilise presque tous les jours. Je comprends pas comment ça se fait qu'un moteur peut consommer si peu. Mais surtout c'est quand même c'est pas une petite voiture non plus, quoi. Non, mais par contre, ça fait une tonne. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait Il y a beaucoup de plastique, beaucoup de fibres et tout. Non, franchement, c'est une très bonne caisse. Après, faut aimer. Effectivement, la plupart des gens, quand il n'y a pas le côté sentimental comme moi, les gens, ils la voient, ils se disent c'est horrible, quoi. Tu sais que je vais pas te le jeter à pierre parce que moi, je suis fan de la Xara VTS. Et les gens, quand je leur parle de la Xara, ils me disent mais c'est quoi le délire? Elle est moche. Mais le truc, c'est que c'était la voiture de mon grand-père, en fait. Ouais, d'accord. La VTS, quand même. Ouais, bien, VTS. Ouais, 130 chevaux. 167. Ah, 167. Le moteur de la 306 S16. D'accord. Ça pousse bien, tu vois. Excellent. Ouais, ça marche bien. Mais introuvable. Parce qu'il y a eu que du tuning dessus, introuvable dans la version d'origine que je veux, etc. Ouais, ou alors cher. Ou alors beaucoup trop cher. Enfin, je vais pas mettre 9000 balles là-dedans, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai eu la chance, déjà que ce soit pas une GTI, la BX que je voulais. Donc, et puis, c'est mes potes qui me l'ont offert en plus. Oui, il y a la fameuse vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Qui a fait pas loin d'1 million de vues en plus. Je la mettrai en lien du podcast. Ouais, non, franchement, c'était trop cool. Je m'y attendais pas du tout. En plus, ils m'ont tout fait dans le dos. Je pensais vraiment pas que c'est. On venait faire une vidéo chez Shiftech comme d'habitude, tu vois. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, un truc de fou, quoi. Puis celle que je voulais, 70 000 bornes, grise, 1,9 litre turbo diesel. Tu leur avais transmis tes critères avant ou pas? Bah non, mais j'en parle souvent. Ça fait des années que je dis à tout le monde, je dis un jour, j'aurai une BX. Alors à moins de 100 000, 1,9 litre D turbo et propre clinique. Ils me l'ont trouvé et ils me l'ont offert. Ils ont assuré, tu vois.
Ouais, c'est trop. Et c'est vraiment, je m'étais dit, vraiment, je voudrais la même que mon père avait, quoi. Et pour revenir à ton père, il en a eu combien des BX? Il en a eu vraiment beaucoup? Ouais, bah, mon père, tu vois bien, c'est pareil, il a jamais eu les sous d'avoir une belle bagnole, tu vois, il aurait voulu, mais c'était quelqu'un, il cherchait pas à avoir l'argent, mon père. On est deux tempéraments complètement différents sur le côté travail, ambition. Mon père, c'était vraiment quelqu'un qui avait ses ambitions, c'était d'être propriétaire de sa maison. Une petite vie tranquille. Petite vie tranquille, d'avoir assez de sous pour aller au marché, pour faire son couscous, sa cuisine, mettre son essence, fumer un peu de tabac, voilà. Une fois qu'il savait qu'il pouvait faire ça sans problème, il voulait pas plus. Les besoins basiques, mais... Les besoins basiques. Okay. Mais c'était quelqu'un qui était très différent, était très, très intellectuel, il parlait 7 langues. Ah ouais, okay. Il était représentant dans le monde entier. Il faisait quoi comme métier concrètement? Il était représentant pour des grosses marques. Il y avait des grosses marques de jardinerie, il y avait des grosses marques qui fabriquaient tous les outils pour équiper qu'on appelle ça les abattoirs. Donc tu sais, tous les gros crochets, les rails, les rouleaux, les roulements, etc. Et du coup, il allait vraiment dans tous les pays. Et l'avantage de parler 7 langues, c'est qu'il... C'était quoi les 7 langues? Il parlait arabe, anglais, espagnol, italien, russe, allemand, français, et puis j'en oublie certainement. Mais le pire, c'est qu'il parlait arabe, mais il l'écrivait, enfin c'était fou. Et il a appris ça tout seul comme ça? Dans les livres, il a fait des études littéraires, wow. Et il a tout appris dans les livres. Et c'était un... Je te dis, vraiment quelqu'un de très intellectuel. J'ai pas trop tenu de lui par rapport à ça. Je parle de 3 langues. Mais c'est déjà bien 3. Écoute, moi, pour en parler une autre, j'ai dû partir à l'étranger tellement je galérais en langue. Pendant ma jeunesse, j'étais pas très bon à l'école. J'avais 10, 11 de moyenne tout le temps. Et puis, j'ai eu une espèce de frayeur, je sais pas comment c'est arrivé, en 4e. Au collège, où je me suis dit putain, je vais être un cassos, quoi. Je me suis dit je vais avoir une vie de merde parce que je travaille pas bien à l'école. Et je me suis mis à bûcher à mort. Et bon, je suis pas monté très haut, mais je suis arrivé à peu près 13 de moyenne, quoi. Et puis je me suis mis à bien capter l'anglais en 1 an. Et arrivé au lycée, j'apprenais plus, quoi. Les cours qu'on passait, c'était des choses que je savais déjà. Et donc l'anglais, je suis pas un bilingue parfait, mais je peux faire ce que je veux sans problème. Je peux acheter une voiture, la négocier, tu vois, ou parler de choses assez techniques, donc ça va. L'espagnol, c'est pareil, je me débrouille un peu moins bien, mais ça va. Et justement, pour parler de la suite de ton parcours, donc tu fais le lycée. L'automobile a toujours une place importante pour toi? Au départ, c'est la moto. C'est la moto, ok. Au départ, je suis beaucoup plus mordu de moto, parce que déjà, il y a le côté accessibilité au départ. Hein, une motocross, c'est pas le prix d'une voiture. Et puis, je me suis fait pas mal d'argent avec ça. J'ai commencé comme ça, parce que effectivement, aujourd'hui, les gens voient qui je suis, voient ce que je montre, parce que j'ai aucun tabou, aucun complexe, donc je montre tout ce que j'ai, parce que j'estime que j'ai rien volé à personne, donc autant en faire profiter les gens qui regardent mes vidéos. Et puis, il y a aussi cette réflexion, beaucoup se font en se disant, mais comment il a eu tout ça à l'âge qu'il a, quoi. Et c'est vrai que dans une mentalité française, c'est difficile, et je le vois, parce que même moi, quand je vois quelqu'un qui a 25 ans et qui a par exemple une Lamborghini, je me dis, bon, est-ce que papa il est là? Est-ce qu'il a eu un héritage? Est-ce que ceci? Est-ce que cela, tu vois? Et puis donc c'est pour ça que je comprends tout à fait, j'en veux pas à ces gens-là qui se disent, mais ce mec-là, les gens savent que j'ai perdu mon père. Tu as perdu à quel âge? J'avais 17 ans. Et les gens savent que j'ai perdu mon père, donc ils se disent, bon, bah voilà. C'est l'héritage, quoi. Voilà, c'est l'héritage. Mais en même temps, comment en vouloir à ces gens-là quand à 22 ans, tu roules en Audi R8? Comment en vouloir à ces gens-là? T'as perdu il y a quelques années ton père, t'as 22 ans, une Audi R8, une M3, un Cayenne. Les gens, ils se disent, bah voilà, son père était blindé. On peut pas leur en vouloir à ces gens-là, parce que c'est ce qu'ils pensent. Et en plus de ça, j'ai vraiment eu un héritage. J'ai eu un héritage de 14 500 €. Waouh! Ah bah t'as dû t'en acheter des R8, hein. Mais ça a contribué. Ouais. Il faut pas négliger, tu vois. Non, mais il faut pas. T'as été bien investi, on va dire. Voilà. Ouais. Alors au départ, aux yeux des gens et de mon entourage, c'était la pire investissement, parce que j'ai acheté une M3 E46 RHD. Donc là, 0 apport personnel. J'ai mis les 14 500 € de mon papa et j'ai mis 4 000 € de ma mère qu'elle m'avait donné. Parce que c'était mon rêve ultime d'avoir une M3 46. J'avais une 325 TDS que j'ai gardé, je sais pas, 3 semaines. J'ai eu mon permis, pendant 3 semaines, j'ai roulé un TDS. Et après, j'ai pu acheter tout de suite la M3. Donc j'ai mis tout l'argent que j'avais. Il me restait 500 balles sur mon compte et j'ai mis tout ce que j'avais dans la M3. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que RHD pour les gens qui connaissent pas? RHD, c'est la conduite à droite. Voilà, c'est le volant qui est à droite pour les véhicules anglais. Et donc j'ai été chercher cette voiture qui venait d'Angleterre. Et les gens m'ont dit, et c'était le début des RHD, hein, je te parle de ça, ça fait presque 10 piges. Ça fait 8-9 ans.
Et du coup, les gens, une voiture volant à droite, ils se disaient mais c'est pas possible, c'est invendable, comment tu vas faire? Il y a toujours ce cliché-là d'ailleurs, mais... Il y a toujours ce cliché-là, mais bon, ça c'est beaucoup démocratisé. J'en ai pas mal fait la promotion des RHD aussi, tu vois. C'est vrai. Pendant 3 ans, j'ai dit que c'était bien, et je le pense toujours. Après, aujourd'hui, il y a plus de problèmes. Il y a beaucoup de gens qu'on a importés, il y en a énormément en France. Les gens ça commence à se vendre plus cher. Le Brexit qui arrive en plus, c'est compliqué. Le Brexit, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Maintenant, il y a une surtaxe, il y a un dédouanement, enfin, c'est horrible. Et puis, les assureurs qui veulent plus assurer, parce que les gens, ils ont fait comme moi, hein, ils ont acheté un RHD, ils ont roulé 3 ans avec, ils ont jamais homologué. Tu te fais flasher, tu reçois pas l'amende, t'es garé sur un parking, le PV tu le prends pas, tu te fais arrêter par les gendarmes, ils comprennent pas, tu vois, ils savent pas trop, tu leur dis bah voilà, en cours d'homologation, il y a pas de loi. Ouais, il y a une espèce de vide, ouais. Il y a un espèce de vide juridique qui fait que tu peux rouler en RHD entre guillemets légalement pendant des années. Il suffit juste d'avoir un assureur. Et donc j'avais mis tout cet argent-là que j'ai eu de mon père, les 14 500 € plus les 4 000 € de ma mère, parce que j'avais acheté tout de suite, là, tu sais, j'avais pensé à la carte grise et tout ça. Et c'était une voiture que j'avais acheté 17 000 €. Et puis tout le monde avait dit mais il est fou et tout, il a eu un petit coup de pouce dans la vie, l'héritage de son père, il a tout dépensé comme un gamin et tout. Mais moi je savais que j'étais sûr que j'allais la revendre au moins le même prix, quoi. Alors j'avais mis des pièces dessus, puis je l'ai revendu 17 000 pile. Je l'ai revendu 3 ans ouais, après. 3 ans après, ouais. Donc... Et 30 000 bornes ou 40 000 bornes de plus, quoi. Donc j'étais déjà content. Et puis après j'ai acheté une Audi TT S ABT. ABT, un préparateur, hein. Voilà, ouais, t'avais le kit ABT, j'imagine. Il y avait le kit ABT, donc 4 échappements, un calculateur, un plus gros turbo, des portes en aluminium et des jantes en magnésium, je crois. Enfin, il y avait quelques éléments comme ça de la voiture, elle était sympa. Et je l'avais acheté 21, j'avais revendu 24. Et puis en parallèle de ça, pour te dire qu'en fait le côté passion automobile, il est vraiment arrivé à 18 ans quand j'ai commencé à avoir des voitures, quoi. Pour te dire que j'étais vraiment pas attiré. Il a commencé en roulant en fait, quoi. Il a commencé en roulant parce que je te dis, la première voiture que j'ai eue c'était un TDS. Après j'ai eu un 320i E36. Et alors, c'est quoi l'histoire derrière ce premier TDS? Donc BMW TDS, hein, pour... Bah en fait j'ai acheté parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir mieux. Okay. Voilà, c'était on avait 1 000 € pour mettre dans une voiture, on avait déjà emprunté à tous les gens qu'on connaissait, la grand-mère, l'oncle, la banque. On a réussi à réunir 1 000 €, on a trouvé un TDS qui avait 340 000 et puis on a dit voilà, on peut acheter une BM avec cet argent-là. T'avais quand même la volonté d'avoir une BM même pour... Bah ouais, je m'étais dit je veux une vieille BM, tu vois, je veux une BM, quoi. C'était mon délire, c'était mon kiff, quoi. Et puis après j'ai eu une 320i parce qu'elle a cassé. Et la 320i, pour te donner ordre d'idée, quand c'est d'un seul coup chez moi que je me dis putain mais il y a que 3 portes. Tu vois, pour te dire que j'avais vraiment pas. Je l'avais acheté 700 €. On n'avait pas de carte grise, il y avait rien, tu vois. On se posait même pas la question. On se disait bon, on l'assure avec les plaques et puis c'est tout. On n'a pas les papiers. C'est pas grave, on l'a pas volé, tu vois. Du moment qu'on ne l'a pas volé, on s'estimait pas malhonnête. Et puis est venu cet héritage où j'ai eu la M3, donc là commençait vraiment la passion de l'auto. T'es tout jeune, tout juste majeur en fait. Hein. Je suis tout juste majeur. J'ai eu la M3, je te dis, au bout de 3-4 mois de permis, quoi. Et puis j'avais vraiment la passion de la moto avant. Hein. J'ai eu ma 250 CR de 94, donc la même année que moi. C'était la moto de mes rêves. Honda 250 CR, voilà, de l'époque, donc qui étaient aussi des motos qui étaient vraiment pas chères à l'époque et qu'on prenait parce qu'on n'avait pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est des motos qui valent une fortune. Et je me suis fait pas mal d'argent avec ça, parce que ma première, je l'ai eu à 14 ans, cette moto-là, et puis j'allais au travail avec, c'était mon véhicule de tous les jours, c'était comme une 50 pour moi. T'étais en alternance à ce moment-là? Tu faisais quoi? Ouais, j'ai commencé mes études, en fait, si tu veux, en faisant un CAP, BEP, où j'étais en alternance dans un petit garage. Et puis, vu qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une 50, j'avais une 103, et quand on a pu, j'ai pu m'acheter en bricolant un peu à droite à gauche cette 250 CR que j'avais acheté 1 000 €. Et je m'en servais de 50, quoi. C'était ma 50, sauf que c'était un 250 CR de 55 chevaux, tu vois, c'était incroyable. Mais à l'époque, tu vois, les gendarmes nous voyaient, on avait notre casque. Bon, il y en a qui devaient croire que c'était une 50, il y en a qui disaient rien, ils disaient oui, mais un phare, mais une plaque. À la campagne, on a vraiment des bons gendarmes. En fait, ils arrivent à faire la part des choses dans le sens où si t'es un petit voyou qui vend de la drogue ou qui bicrave ou qui vole ta moto, là, ils vont te faire chier. Moi, ils voyaient bien que j'étais un petit gamin qui bossait. Ma moto, je me la payais moi-même, elle n'était pas volée, on faisait pas de course-poursuite, rien. Donc, tu faisais de la mécanique à côté? Ton CAP, c'était ça? C'était ça. Okay. Donc en fait, je me rendais là-bas avec ma CR. Puis si tu veux, il y a eu cette époque-là des CR pas chers que j'achetais, 300, 400 €. Je les retapais, je les rebidouillais, je mettais un kit déco, je récupérais des kits plastiques, j'allais faire le tour des magasins de moto, récupérer des vieux pneus qui avaient encore des bons crampons. Je remontais, tac tac, je l'achetais 300, 400 balles. Mais t'étais déjà ultra bricoleur.
Ouais. Ça, tu l'as eu tout seul ou c'est tes parents qui l'ont Tout transmis? seul, ouais, tout seul. Ouais, Ouais. Mon ok. grand-père qui bricolait beaucoup. Ok. Mais, Passionné d'auto aussi, ton grand-père? Non. 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 Bricoleur, juste. Je te dis, il y a vraiment ma mère qui a kiffé Ok. mais plutôt le sport mécanique en général, Ouais. plutôt que l'automobile en particulier, quoi. Ma mère, son rêve, c'était d'avoir une Harley, elle voulait des grosses bécanes, des trucs. Bon, elle a tout aujourd'hui, mais je veux te dire, à l'époque, elle avait l'envie, elle voulait tout ça, quoi. Mm. Et si tu veux, c'est vraiment les sports mécaniques qui sont arrivés avant l'automobile en particulier. Et puis, donc, il y avait cette époque, très jeune, où je bricolais les motos. Je les retapais, tu vois, ça me coûtait 100 balles. Elle me revenait à 500, je les revendais 1000. Après, tac, elle me revenait à 800, je les revendais 2000. Je faisais tous les tours des magasins de motos. Je leur disais, dès que vous avez une poubelle que vous avez rachetée pour vendre une neuve, vendez-la moi, pas cher. Donc j'allais chez Honda, chez Kawa, partout. Et je récupérais les crosses qu'ils rachetaient parce que dans une concession, pour vendre une moto neuve, t'es un peu obligé de racheter la merde du mec, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est que la prime à la casse, quoi. Exactement, c'est un peu la même chose. Il dit, bon, je te la rachète, histoire de te faire plaisir, quoi. Mais c'était plutôt une remise sur une moto neuve, quoi. Et donc moi, je rachetais ces motos-là pas cher, 1000 balles, 1500 balles. Et puis je les refaisais, je les revendais 2000, mais en même temps, elles étaient bien refaites. Tu les achetais juste dans l'objectif de les revendre directement ou c'était oui. pour les rouler, non, etc. Non, moi j'avais ma moto, j'avais Ok. ma CR à moi, la mienne qui était propre, que j'avais refaite comme les autres en fait, hein, mais que j'avais déjà à la base payé plus cher parce qu'elle était vraiment beaucoup plus propre. Et puis toutes les autres, je les achetais, les moteurs cassés, je démontais le moteur, j'ouvrais les boîtes, je changeais une boîte ou je changeais un cylindre, un vilebrequin, je changeais une jante, j'allais faire les casses, vraiment tout à l'euro près. Voilà. Et j'ai fait ça pendant des années et j'ai continué parce qu'à la suite du petit garage où je m'y rendais en 250 CR, après j'ai fait un bac en mécanique moto. Bah non, je l'ai fait là-bas mon bac en mécanique moto. Mhm. Après j'ai fait un BTS, j'ai été pris chez Honda parce que je voulais cumuler le bac, le CAP et le bac en mécanique avec un BTS en vente. Ok, donc pour être le commercial parfait. Pour avoir, en Ouais. fait, je voulais monter comme mon ancien patron, je voulais monter mon magasin où à la fois je savais vendre. Je savais racheter, mais je savais aussi entretenir et faire les réparations. Donc voilà, c'était mon but. Mhm. Et donc j'ai été embauché chez Honda pour faire mon BTS. Et puis j'ai continué à faire des 250 CR. En parallèle de ça, En parallèle de ça, le soir, quoi. voilà, je gagnais 731 € par mois pendant 2 ans chez Honda. En alternance, du coup, c'est ça? En alternance et en roulant M3 46 tous les jours. Donc autant te dire que L'insolence. j'y allais par 10 € à la station. Tu m'étonnes. C'est 10 balles par 10 balles. Je me disais, putain, faut que le cylindre de CR qui est rayé, j'arrive à le vendre parce que je vais pas pouvoir mettre d'essence pour sortir ce week-end. Mais c'était cool. Je kiffais cette vie-là. Je partais à vendre une pièce, entre guillemets. Si je la vendais pas, j'avais pas de quoi mettre de l'essence pour rentrer, quoi. C'était vraiment ça. Et c'était trop bien. J'ai kiffé à mort cette époque-là. J'ai vraiment kiffé cette époque-là. Et puis, j'ai mis de l'argent. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté. Parce que je vivais avec mes 730 balles, quoi. Et puis j'ai le bénéfice que je faisais avec mes motocross que je bidouillais à droite à gauche, je l'ai commencé à le mettre de côté. Et puis après j'ai été embauché au bout de 2 ans directement parce que c'était un pôle moto en fait à Angers Mhm. où tout le monde se connaît, donc les gens de chez Kawasaki me connaissaient et il y a un fichier en fait, un registre où tu peux voir les ventes de tous les vendeurs. Donc chez Kawasaki, ils savent qui vend quoi, chez D'accord. Suzuki, Yamaha, Honda, etc. Donc ils me connaissaient, ils savaient que je vendais. Et donc le soir où mon contrat se finissait pour mon BTS, je suis allé déposer ma lettre en face, à 5 mètres chez Kawasaki. Et puis ils m'ont dit, bah, demain matin, 9h30, tu commences, t'as un CDI. Donc j'ai commencé et puis j'ai fait mes années chez Kawasaki où là j'étais payé 1400 €, donc le double. Donc, ouais, c'était un équivalent d'un SMIC un peu plus, quoi. Enfin, Bah 1400 €, c'est mieux que le SMIC quand Le même. SMIC, c'est 1002. 1180 le SMIC. 180. Ouais, donc t'avais. Ouais, c'est ça. J'avais 1400 € net. Hein, Ah oui, hein. net, ok. Voilà, ok. net, hein. Je pensais qu'on parlait en brut. Ok. Non, autant pour moi. net. J'avais 1400 € net dans ma poche. Donc le double des 731 € que j'avais dans ma poche. Donc là, j'ai continué à vivre avec 700 balles. Et puis j'ai mis de l'argent de côté, de l'argent de côté, de l'argent de côté. Et puis j'avais des primes aussi hein, chez Kawasaki. Donc j'avais des fois des salaires qui montaient pas loin de 2000 €. Donc parce que sur les ventes des motos, quand tu vendais une assurance, un financement, une LOA. Et puis ça a continué comme ça, crescendo. Mais pendant ce temps-là, je continuais à bricoler mes motocross. Et puis j'avais plus la M3 parce que la M3 je l'avais à l'époque de chez Honda. Après j'avais une Audi TT. Je l'ai revendue l'Audi TT 24 000, donc j'avais fait 3 000 de bénéf. À 24 000 j'ai acheté une 335i que j'ai préparée, que j'ai bidouillée. Je l'ai revendue 26. Et puis je continuais à mettre de côté. Et puis ça a duré en tout, ça a duré. Là, on est en quelle année, là? Là on est en 2016. Par là, 2015-2016. L'époque de l'automobile, ça a été 2013-2016 pour moi. Où j'ai mis de l'argent de côté à mort parce que je vivais vraiment. Chichement, quoi. Ouais, je me disais, c'est un resto dans le mois parce que voilà, et en plus on chope un ticket resto à ma meuf et tout, tu vois. Je mettais le moindre billet de 10 €, je le mettais de côté. Et je me suis retrouvé au bout de 6 ans
Donc avec une voiture, avec un investissement de départ de 17 000 euros dans la fameuse M3, et je me suis retrouvé donc avec pas loin de 30 000, parce que j'étais 26 000, mais j'avais des jantes et des lignes d'échappement, des bidets. Enfin bon, j'avais entre pas loin de 30 000 euros. Donc de 17, j'étais arrivé à 30. Mais j'avais toutes les motos, l'argent que je mettais de côté, plus je mettais entre 800 et 1000 euros de côté de chez Kawasaki et Honda, parce que je suis pas resté 6 ans chez Kawa. Et au final, je me suis retrouvé avec 40 000 euros d'argent que j'avais mis de côté pendant ces 6 années-là, entre les motocross que je bidouillais, les trucs, les machins. Donc, tu vois bien, 40 000 plus 28, 29, je me suis retrouvé avec un petit peu de sous, plus un gros billet de 60 000 euros. Et le rêve, pour moi, ultime, c'était une Audi R8. Donc, j'ai tout mis dans une Audi R8, que j'ai acheté 60 000 euros. Et il me restait, je sais pas, peut-être... Donc tu revenais plus ou moins à la situation de base. Exactement. Donc il me restait 8 000 balles, j'ai dû en mettre 3 000 dans la carte grise. Les autres 3 000, ils sont passés le premier mois dans l'essence, ou tu vois bien, dans les conneries que j'ai mis dedans. Et puis je me suis retrouvé comme un con, quoi, à finir à avoir des fins de mois comme d'habitude. Je continuais les motos, tout ça, mais bon, il y avait une voiture qui me coûtait cher, l'assurance c'était 160 balles par mois, enfin c'était, tu vois. Mais j'avais mon Audi R8, je m'en foutais, je l'avais. Voilà, j'étais content comme ça. Tu devais te faire des jaloux dans le coin là. Ah ouais, je faisais des jaloux, mais je me rendais moi-même pas compte que c'était un petit peu dangereux de faire ça, dans le sens où l'aspect financier, il était pas stable. J'avais l'universalité de mon argent dans une voiture. Et puis à côté de ça, j'avais même pas 1000 euros sur mon compte. Et puis, mais j'étais très heureux comme ça, j'étais content. Je me sentais pas, j'avais pas cette sensation de me dire, oulala, qu'est-ce que je fais si je casse une jante, j'ai pas les moyens. Je me rendais pas compte. Je kiffais, j'étais là, j'allais au bord de la mer, j'allais en soirée, j'allais en boîte. C'était trop bien, quoi. Et je me rendais pas compte. Et maintenant, ça serait aujourd'hui, si j'avais pas de quoi payer 3 fois l'Audi, je la revendrais en me disant, oh là là, c'est les choses que je fais, tu vois. Parce que j'ai mais t'es passé par cette phase-là, t'avais besoin de passer par cette phase-là. Ouais, je suis passé aussi par cette phase où j'avais un besoin un petit peu de dire, j'y arrive, tu vois. Où t'as l'Audi R8, mais tu l'as aussi pour montrer un peu que t'es là, quoi. Ouais, le côté statutaire aussi, quoi. Voilà, exactement. C'est comme le mec qui s'achète une Rolex, tu vois. Il l'a par passion de l'horlogerie, mais la plupart des gens qui ont des Rolex, c'est pour moi avoir, si tu veux, cette échelle sociale de dire, voilà, je suis présent, quoi. Et à cette époque-là, j'étais comme ça. J'étais comme ça un peu en me disant, bon, je suis content d'arriver sur le Rasso avec la plus grosse caisse. T'étais super jeune aussi, hein. J'étais super jeune, j'avais cette envie de tu vois, du mec qui a galéré toute sa vie. Tu vois, on a habité en caravane avec ma mère, mais c'était pas par choix ou parce qu'on était des gens du voyage. C'était vraiment parce qu'on n'avait pas le choix d'être dans une caravane, quoi. Tu vois, pas d'eau, pas d'électricité, on se lavait dans une casserole, enfin... On a connu, je suis pas en train de dire que j'ai eu une sale vie parce qu'on a kiffé cette époque. Donc il y a des gens qui ont eu des sales enfances, etc. Pas moi. Nous, on a vécu dans le besoin, mais on kiffait, on n'était pas malheureux, on était à la campagne, on était un peu libre, entre guillemets. Donc voilà, mais on a eu des moments un peu rustres, quoi. On a mangé notre pain noir, comme on dit. Et donc j'avais ce besoin de revanche, entre guillemets, de dire, bon, maintenant je roule en Audi R8, voilà, quoi, ça y est, j'ai réussi à sortir un peu de la merde. Mais ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que le soir, je rentrais dans ma caravane avec mon Audi R8, quoi. C'était la phase sombre, ça. C'était la phase sombre, mais en même temps, j'étais aussi un peu fier de ça, parce que c'était rigolo, les gens le savaient pas, mais je le racontais à tout le monde, quoi. Je disais, les gens, ils me disaient, ouais, le mec, il a une Audi R8, il est blindé. Je disais, non, mec, j'habite dans une caravane, frère, elle prend l'eau. Quand il pleut dans ma douche, je prends aussi l'eau du ciel, quoi. T'avais clairement plus de confort dans ta R8 que dans la caravane. Ah, grave. J'avais fabriqué un espèce de truc avec des bouts de bois que j'avais coupés dans la forêt, et j'avais tendu 3 bâches pour faire un garage devant le mobil-home. Enfin, c'était une époque que j'ai kiffé. C'est pas en mode, oh le pauvre, il a vécu en caravane. Non, on a kiffé cette époque. C'était dur, on mettait, effectivement, quand il est l'hiver, on mettait 4-5 couettes, mais au final, on était bien quand même, quoi. Et tu poursuis donc ta carrière en tant que vendeur, expert moto. Voilà, ouais, passionné, très très passionné. Il y avait aucune caractéristique que je maîtrisais pas sur toute la gamme que je vendais. C'est toujours le cas maintenant ou pas, ou un peu moins peut-être? Bah un peu moins parce que tu t'intéresses beaucoup aux motos que tu vends. Tu vois, quand quelqu'un arrivait et puis qu'il me posait une question sur la Ninja H2, je connaissais le taux de compression dans le compresseur, je savais la vitesse de pointe parce que forcément j'avais été à fond avec. T'en penses quoi du coup de la H2 parce que ça m'intéresse ça, tu vois? Bah la H2 c'est une super moto, je te parle de la H2, pas les nouvelles, hein, parce que depuis il y a les H2 SX qui sont sortis, donc j'ai pas suivi, tu vois. Donc c'est des motos de tourisme, hein, il y a aussi des qu'on appelle ça, de roadster, voilà.
j'oublie toujours le nom, des roadsters qui sont sortis avec le compresseur, et qui aussi, il y a d'autres motos qui ont la dénomination H2 aujourd'hui. La vraie H2 de base, c'est celle qui est sortie en 2016. Kawasaki H2 hein, pour les gens qui connaissent pas. Qui est H2 à ne pas confondre avec la H2R, parce que la H2R c'est la moto qui n'est pas homologuée, qui fait 326 chevaux. Et qui est incroyable, je l'ai essayé, c'est une moto incroyable. Ça, t'as essayé ça? Ouais, J'aurais vraiment peur d'essayer ça. C'est incroyable. Et il y a la H2, le modèle homologué, donc qui a 98% la même, sauf qu'il y a la cartographie qui change et 2-3 petits paramètres, qui est une moto déjà folle, parce que quand tu la débrides, elle fait 270 chevaux. Et je sais pas si tous les auditeurs se rendent compte, parce qu'il y a sûrement pas il y a pas que des motards, mais sûr, le rapport poids-puissance, il faut juste penser comme ça, en fait, c'est n'importe plus quoi. de chevaux que de kilos, parce qu'elle fait 238 kilos pour 270 chevaux débridés. Hein. Et c'est une super moto avec un compresseur, donc qui n'est pas un turbo, hein, le compresseur. T'as ce bruit caractéristique aussi du compresseur. Le bruit du compresseur, le côté linéaire et pas le côté turbo, parce que le compresseur il est alimenté par le mécanisme du moteur, par le vilebrequin, c'est une cascade de pignon et puis une petite chaîne, tandis que le turbo, lui, il est alimenté par les gaz d'échappement. Donc t'as un effet turbo qui est un peu comme une valve d'échappement sur un deux temps, où tout vient d'un coup. Qui était le défaut, on-off, qui était le défaut des anciennes motos turbo qu'il y a déjà eu chez Kawasaki, où t'avais rien et d'un seul coup t'avais 200 chevaux qui arrivaient. Et là t'as le compresseur, donc c'est très linéaire, mais ça marche très fort. C'est vraiment une super bécane. Mais c'est pas une sportive. Beaucoup de gens croient que c'est trop lourd peut-être pour les... Ouais, c'est un peu plus lourd qu'une sportive, hein, au moins 40 kilos de plus. Et puis c'est surtout que la position n'est pas une position de sportive, c'est plutôt la position d'une 1400 ZZR. Ou d'une grosse GT quoi. Une grosse GT routière sportive quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une ZX10 quoi. Oui, tu la mets dans des petits virages sinueux, je pense qu'elle se fait manger rapidement par autre chose quoi. Ouais, sur circuit les ZX10 sont plus rapides alors que c'est des motos moins puissantes. Mais voilà quoi, en tout cas pour reparler de cette époque de chez Kawasaki, j'ai vraiment été passionné par le côté mécanique, les belles motos, avoir des passionnés aussi, parce que l'avantage de la moto c'est que t'as une clientèle de passionnés. Les gens aujourd'hui n'achètent plus les motos comme à l'époque. À l'époque, les gens achetaient des motos parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir une voiture. C'était une raison économique. Et puis aujourd'hui, bon, il y a des gens qui achètent des MP3 pour aller au travail, à Paris, etc. Mais aujourd'hui, la grosse clientèle, 90% de la clientèle moto, c'est des gens passion, plaisir, quoi. Et donc c'est cool parce que t'as une façon de vendre qui est différente. Tu vends pas pour le besoin. Tu vois, le mec qui arrive chez Citroën et qui dit bah moi il me faut absolument un coffre de 200 litres, 5 places, j'ai 3 gosses, je veux que ça consomme tant parce que dans mon budget c'est comme ça, et la carte grise et l'assurance. Là le mec il arrive, il se fait kiffer, il dit moi je veux un petit roadster, je veux me balader l'été avec ma meuf. Ouais, ça change la relation, c'est clair. La relation elle est différente. C'est clair. T'as pas un mec qui arrive stressé en se disant moi je veux ce prix là sinon je vais voir ton concurrent. T'as le mec qui dit moi je veux celle-là. Il a le smile. Il a le smile, il veut kiffer, il l'essaye, il est content. Puis voilà quoi, tu l'emmènes sur le bon produit qui lui correspond. Et j'ai vraiment kiffé cette époque. Et donc par rapport pour en revenir à ta R8, tu l'as gardé combien de temps? Ma R8 j'ai dû la garder 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ouais. T'as tenu le coup quand même, hein. Fort. Hein. Ouais. Après c'est tombé aussi à la période où je travaillais chez Kawasaki, où je gagnais 2000 balles, enfin 1400 tout le temps, et puis j'avais des primes. Bon, avec 1400, si t'as pas de couilles sur la R8 entre guillemets, tu peux l'entretenir quoi. T'en as pas eu? Non. Donc t'as été plutôt chanceux. Il y a des bonnes voitures, il y a des problèmes, mais j'avais fait en sorte de pas avoir ces problèmes. Je l'avais acheté parce que elles ont des problèmes de boîte de vitesse, les Audi R8 de première génération, avec la vilaine boîte de vitesse, et je l'avais acheté parce que la boîte avait été changée justement. Donc j'avais éliminé ce souci principal. Après, à côté de ça, ça reste un châssis qui est un très bon châssis. C'était des freins acier. Et puis quand tu bricoles, la vidange, tu la fais toi-même. C'est vrai que tu bricoles. Voilà, les pneus. Moi, je serais plus embêté, hein, je te le dis. Bah voilà, moi, si tu veux, tu l'emmènes chez Audi, ça te coûte 2000 € la révision. Alors que moi, les pneus, je les changeais moi-même. Ça me coûtait cher parce que les pneus étaient plus larges, mais puis ça bouffait plus d'essence. Mais sinon, mécaniquement, c'est pas une voiture qui m'a coûté cher, hein, pas du tout. Pas du tout. Et donc j'arrivais à l'assumer avec mon billet de 1400 € par mois, quoi. Est-ce que c'est la voiture aussi qui te lance sur YouTube? Au départ, oui. Comment ça se passe un petit peu Alors non, je suis en train de... Il y a eu un peu des deux. Okay. En fait, si tu veux, ça a commencé quand je travaillais chez Kawasaki, où j'ai une copine qui m'avait dit « Ah, t'as pas Snapchat et tout ?» J'ai eu c'est quoi ce truc de merde et tout. Puis elle m'a dit « Ah, mais c'est drôle, tu envoies des photos à des gens, ça dure 24 heures, après ça s'enlève automatiquement. » J'ai dit « Ah ouais, rigolo quoi. » J'ai dit « Vas-y. » Donc j'installe ça en 2016. J'installe Snapchat. Et puis je commence à me lâcher en mode j'envoie des vidéos de gogol à mes potes. En mode je fais vraiment l'autiste, tu vois, je fais vraiment l'idiot, je fais n'importe quoi. Et puis mes potes, au bout de quelques semaines, ils me disent mec, il faut vraiment que tu te mettes en public parce que nous au taf,
on est 5 derrière un téléphone, 5 ou 6 derrière un téléphone, mets-toi en public, comme ça, chacun peut regarder. Puis moi, j'ai dit, mais t'es nerveux, toi. J'ai dit, il a honte. J'ai la honte, je fais le mongol, tu vois, je fais vraiment n'importe quoi, tu vois, je me balade tout nu avec un goth sur la tête, je raconte des conneries, c'est grossier et tout. Je dis, t'es fou, jamais de la vie, je vais me ridiculiser en public, quoi. Et puis à la fin, les gens, ils disaient, mais mec, les gens kiffent. Mes potes, ils me disaient, mec, les gens kiffent. On est ils étaient chez Bosch, chez Valeo, chez des grosses usines, Scania, tout ça. Et ils me disaient, mec, on est 15 autour d'un téléphone parce que t'es mon pote et les gens qui te connaissent pas, ils veulent le voir sur leur téléphone. Et puis donc, du coup, je dis, putain, vas-y, je le fais, rien à foutre. De toute façon, j'ai honte de rien, tu vois. Donc, je le fais. Et puis, j'ai tout de suite eu 300-400 vues. Et puis, je me suis pris au jeu. J'ai dit, vas-y, je continue à faire des stories Snapchat. Faut dire que j'ai alimenté très fort Snapchat pendant longtemps. Donc là, ouais, t'as envoyé du contenu. Les gens, quand ils se posaient le soir, qui regardaient ma story durait 1h30, quoi. D'accord. Pour te donner un ordre d'idée. On était sur des films, des longs métrages tous les jours. En La fait. plupart des gens me disaient, le soir, je me pose et je sais que ça dure 40 minutes, 1h30 dans mon lit, quoi, à regarder tes conneries. Et puis les gens, j'avais des bons retours. Les gens disaient, mec, t'es fou, c'est trop drôle. Et tu commençais à scripter, etc. Ou J'ai jamais scripté. Même au jour d'aujourd'hui, j'ai jamais écrit. Improvisation tout le temps. J'ai jamais écrit de ma vie quelque chose. Ok. Donc, autant te dire, comme ça, c'est réglé. pour te dire les gitaneries qu'on fait 2 millions de vues, 1 million de vues, 3 millions de vues. Ma mère, elle allume la caméra, je sais pas encore ce que je vais dire. Donc, c'est à ce point-là, quoi. Des fois, j'allume la caméra et je regarde ma mère, je dis putain, ça fait 30 secondes que ça tourne, je sais pas quoi dire. Mais souvent, je me tape dans un truc par terre et ça y est, ça part en couille et tout le truc de la vidéo part sur le truc que j'ai tapé par terre. Enfin, des trucs que j'invente au fur et à mesure, tu vois, voilà, quoi. Ou des fois, je me prépare une vidéo en disant simplement, tiens, on va monter dans cette caisse et on verra. Et ça part comme ça, dans un délire à la con. Et c'est ça que les gens ont kiffé. Ouais, clairement, c'est vachement authentique, quoi. Et puis bon, bah voilà, Snapchat, ça a pris un petit peu d'ampleur. 1000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues. Et puis après, je suis resté longtemps à 50 000. Et puis il y a eu la fameuse mise à jour Snapchat en 2017, je crois. Ou 2018. Je crois sur parole, je sais pas. Je crois que c'est 2018, peut-être bien. Il y a eu une fameuse mise à jour de Snapchat qui a fait que les gens qui avaient un peu de vues étaient mis en avant, tu sais, après la mise à jour. Quand tu scrollais à droite, t'as tout le monde, les gens un peu connus qui arrivaient là. J'ai plus Snapchat depuis très longtemps, mais... Bah en gros, quand tu cherches les stories des gens, en dessous, on t'en propose. D'accord. Et c'est les gens qui faisaient un peu de vues au début, qu'en font beaucoup maintenant, mais qui à l'époque en faisaient un petit peu. Et donc j'ai été mis en avant, et je suis passé de 50 à 150 000 vues en une nuit. Donc gros coup de pouce. Et puis j'ai continué, j'étais mis en avant, j'étais fou, tu vois, j'étais à côté de l'acrobate, Radoudou 13, pour moi c'était... L'acrobate 94 ? Voilà, ouais, que des gens qui faisaient beaucoup de vues, et je m'étais dit, putain, je suis mis à côté d'eux dans les propositions, c'était fou, quoi. Et puis ça a continué, puis aujourd'hui, il y a 1 million de vues sur Snapchat, tu vois. Et tous les jours, t'as 1 million de vues. Ouais, voilà. Bon, ça descend un peu des fois. Des fois, je suis la plupart du temps, je tourne plutôt à 800-900K. Mais par exemple, pendant le confinement, j'étais à 1,5 million par jour. C'est dingue. Ouais, et c'est... donc en fait, tu fais plus de vues sur Snapchat que sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai encore plus de vues sur Snap que sur tout le reste. Waouh. Et donc, après, j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook en parallèle, des petites vidéos où il y avait un petit peu de montage, un petit peu de conneries, un petit peu de machin. Où là, tu t'apprends sur le tas, comme ça, le montage. Je fais ça à l'arrache avec Movie Maker. Je fais 2-3 trucs, j'assemble des machins, je mets un son, une intro, une fin, et puis voilà, quoi. Puis je balance ça sur Facebook, et puis paf, 1 million de vues. Et là, je dis, waouh, c'est quoi ce bordel, tu vois. Puis après, je continue, j'en ressors d'autres, 100 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, tu vois. Je me dis, putain, truc de ouf. Et je continue. Hop, de temps en temps, il y en a une qui fait 1 million de vues. Et je me dis, mais c'est ouf, quoi. Puis tout le monde sur Facebook me dit, mec... c'est trop cool ce que tu fais, t'as un bon potentiel. Là, l'automobile, t'es déjà bien en place. Là, je suis dedans, ouais, parce que je commence les vidéos sur YouTube, je fais des petites présentations de mon Audi 8. C'était le thème principal de... Non, le thème principal de mes vidéos et de Snapchat, c'était vraiment le lifestyle, les conneries, les délires. Okay. Raconter de la merde, se déguiser, faire des wheelings en motocross, faire que de la merde, bricoler, tout ça. Je montrais ma vie un petit peu différente, quoi. Et puis, l'automobile est venue aussi. Mais c'est d'abord comme ça que ça s'est passé. Et puis après, les gens me disaient, mais mec, il y a un bon potentiel et tout. Va sur YouTube, au moins tu gagneras ta vie, quoi. Et puis moi j'ai dit, mais non, mais comment ça je gagne gagner ma vie? Parce que j'avais déjà mis des vidéos sur YouTube. Surtout que t'avais encore ton taf. Je travaillais chez Kawasaki. Ouais, bien sûr. Et puis j'ai mis des vidéos sur YouTube, mais je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Puis les gens me disaient, ouais, mais mec, faut monétiser et tout, tu peux gagner de l'oseille.
Puis je disais, bah, c'est pas avec le peu de vues que j'ai gagné de l'argent et tout, tu vois. Parce que là, on est en 2018, quelque chose comme ça? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Tu sais, je suis très mauvais pour les dates, mais Ouais, moi, je suis pas très bon non plus. ouais, je crois que ça doit être ça, ouais, 2017. Hein, 2000... Non, on est en 2002, on est plutôt fin 2016, début 2017. D'accord, ok, donc ça ferait. Là, c'est ta 4e année, 5e année? Ouais, là, ça fait 4 ans que j'en fais. Ouais. Ok. Que je suis sur YouTube, on va dire entre guillemets, sérieusement. Mhm. Et puis voilà, je commence à faire ça. Ça continue à augmenter. À l'époque, j'avais 50 000 vues, je te dis, 50, 100 000 vues. Bon, ouais, c'était fou pour moi, je me disais c'est pas possible quoi, il y a autant de gens qui regardent de la merde comme ça, tu vois. Que c'était vraiment, je faisais que de la merde, je me maquillais, je lâchais des grosses caisses. Bon, j'ai pas changé, je fais que de péter dans mes vidéos, mais je faisais plein de merde quoi, je me disais putain, je faisais brûler des bagnoles en live et tout, et je me disais putain, les gens ils kiffent, et je me disais c'est trop chelou quoi. Et j'ai continué, et puis là j'ai commencé à avoir mes premiers abonnés, les premiers fans entre guillemets, et les gens venaient faire des photos chez Kawasaki. Et il y a des gens qui faisaient 3 heures de route et tout, et là je comprenais pas, je me disais quoi, il est venu que pour moi. Puis après je disais non mais t'es intéressé par une moto et tout, il me dit non, je m'en branle des motos, je viens juste te voir. Je disais quoi et tout. Comment ils réagissaient tes supérieurs? Ah bah très mal. Ah bah tu m'étonnes. J'ai en partie arrêté à cause de ça, parce que bah mon patron il supportait pas que des gens venaient me voir entre guillemets parce que j'étais un peu connu quoi. Et ça a commencé, je te dis, quand j'avais 50 000 abonnés, les premières personnes qui sont venues me voir sur le travail parce que je snappais dans le magasin, je montrais les motos et tout parce que je pensais pas qu'il y avait un impact. Je montrais ma vie, j'étais content de travailler dans un magasin de moto. Pour moi, c'était prestigieux d'être vendeur, quoi. Mhm. Et puis, du coup, les gens savaient que j'étais à Angers, et à Angers, il y avait qu'un Kawasaki, et du coup, bah, les gens, Ouais, pas con, ouais. les gens arrivaient, et puis, puis ça a commencé un par semaine. Après, ça a été 1 par jour. Après, c'était 5 par jour. Et c'était un petit défilé, quoi, au magasin, et mon patron, il commençait à péter un câble. Et puis, puis tout le monde me disait, mec, il y a un beau potentiel et tout, t'as 20 ans, vas-y. Et puis c'est vrai que t'as que 20 ans à ce moment-là quand même. Ouais, c'est ça. Et puis mon patron commence à me faire des réflexions et tout. Puis au bout d'un moment, je lui dis bon, écoute, on va pas se fâcher. J'ai pas envie qu'on se fâche et puis qu'on se tape sur la gueule. J'ai dit on va arrêter, je vais arrêter. Et puis je vais essayer. J'ai 20 ans, j'essaye. Si mes vidéos elles marchent et que je peux en vivre, tant mieux. Si ça marche pas, j'aurais essayé. Donc j'arrête. Je lâche le fameux CDI. Et ouais, donc t'as plus de parachute entre guillemets. Ah bah non, parce que dans ma famille, moi, j'étais entre guillemets presque le premier à avoir un CDI dans ma famille, tu vois. Et le CDI, c'était le Graal. T'as un CDI. Et tu lâches ça, donc l'offense. Ah ouais, mais bon, j'avais bien géré le coup parce que le jour où j'ai eu le CDI, le jour où ma période d'essai de CDI est passée, j'ai acheté une maison. Je me suis dit, j'ai un CDI, si je le perds demain, je veux emprunter quoi. Donc j'ai acheté la maison à mes grands-parents. Et donc la maison dans laquelle je vis encore aujourd'hui. Et puis donc je me suis pris un petit crédit pour payer cette maison. Et puis comment dirais-je, j'ai arrêté Kawasaki, mais bon, mon crédit était fait, donc je payais tous les mois ma maison, j'étais content. Et puis j'ai dit je vais essayer. Et puis bon bah ça a mis 1 an. Voilà, c'est souvent ce que font les youtubeurs. Ils se disent bon, je me lance, j'essaye dans 1 an d'en vivre. Mais moi au départ, je me suis lancé en me disant je me lance, c'est une bonne excuse quoi. Parce que je m'étais dit mon gars, en vivre ça doit être une merde. Toi. Et puis j'ai commencé à faire mes vidéos, mais j'ai fait plein de trucs dans le désordre en fait. Tu vois, je gagnais pas d'argent, j'ai acheté les voitures que t'as quand tu gagnes de l'argent. Et puis j'ai pris un monteur alors que je monétisais pas mes vidéos. T'as pris un monteur direct? Ouais. J'ai pris un monteur dès que je suis parti de chez Kawa, parce qu'en mode je me suis dit je fais un truc sérieux, je prends un monteur. Mais ce qui t'a permis sûrement de mettre un gros rythme aussi de vidéos. Voilà. T'as quand même un sacré rythme. Bah ouais, voilà, 3 vidéos par semaine, fallait les assumer. Ouais. Et puis si tu veux, j'ai pris un monteur, mais lui je le payais en bricolant les motos. Oui, parce que t'avais pas de que ça donc. Quand j'ai commencé à le prendre, je savais qu'on pouvait monétiser, mais c'était le début, je découvrais, je savais pas si on pouvait gagner 100 balles ou 2000 ou tu vois. Et donc j'ai pris un monteur. Et puis c'était trop rigolo quoi. On faisait plein de vidéos, puis au bout d'un moment ça a commencé à prendre 20 000, 30 000. D'ailleurs sur ma chaîne YouTube j'ai toujours laissé dans à propos, tu sais, quand tu décris un peu ta chaîne, j'ai toujours laissé dedans, et j'ai regardé hier comme par hasard et c'est marqué ouais merci, c'est incroyable, on est 31 000 sur ma chaîne. C'est vrai, j'allais voir. Ouais, c'est trop rigolo, et je l'ai jamais changé ce truc là. Ah bah change pas, c'est ouais, je le changerai pas du coup. Et du coup si tu veux les gens bon, on était 30 000, 40 000, 50 000. Après j'ai dit ouais mec, putain, je peux mourir demain si j'ai 100 000 abonnés quoi. Et puis j'ai réussi à avoir 100 000 abonnés, j'étais fou. T'en as combien là, juste pour les gens 698 000 je crois. Ouais, t'es presque 700 000. Presque 700 là. Normalement demain ou après-demain on devrait les avoir là. Et donc je me dis putain, j'ai 100 000 abonnés, c'est un truc de fou, je suis un youtubeur quoi. Je me dis c'est fou, je suis un putain de youtubeur, j'ai réussi à arriver au niveau où je voulais, où je commençais à en vivre. Et donc j'ai commencé à en vivre, et j'ai commencé à dégager un salaire qui payait le monteur.
Puis moi, je me payais comme ça, les motos. Ouais, les tu trucs. vivotais, quoi. Je vivotais, mais je dépensais rien, tu vois. Je payais ma baraque, ma mère, elle me payait encore mon téléphone. J'avais pas trop de dépenses. Hein. Et donc, du coup, j'ai pris un monteur. Et là a commencé le délire de l'automobile vraiment, vraiment fort. Parce que j'ai commencé à acheter... j'avais mon Cayenne, j'avais Porsche Cayenne, hein, pour... Ouais, mon Porsche Cayenne, j'avais l'Audi R8. Et puis, c'est là, quand j'ai eu, je crois, c'est dans les 100 000 abonnés, que j'ai eu mon histoire avec la Ferrari. Cette fameuse histoire. Cette fameuse histoire. Et là, je suis rentré vraiment dans le kiff de l'automobile à 1 milliard de %. Donc, quelle est cette fameuse Ferrari? Si tu veux, je suis arrivé dans cette période où de l'époque de l'Audi R8, j'étais un petit peu un branleur. Où je vidais des... tu mettais des coverings dorés, etc. Voilà, je l'avais fait en doré. Tu vois bien, je faisais des roues arrière en motocross en ville, pas mal de courses-poursuites. J'étais pas trop aimé des gendarmes et des policiers. Et puis, à juste titre, tu penses? Ouais, ils m'embêtaient pas trop. Hein. En vrai, ils m'ont pas pourri la vie. J'ai eu pas mal d'emmerdes, hein, mais ils m'ont pas pourri la vie non plus parce qu'ils voyaient bien que j'étais un branleur. J'étais pas un sale gosse, j'étais pas un voyou. Ma voiture, je l'avais achetée, je payais l'assurance, j'avais le permis, machin truc. Tu faisais juste des énormes conneries à côté. Voilà, sauf que je rôdais pendant 4 heures en ville, jusqu'à 4 heures du matin, je rôdais avec, je vidais un plein à tourner en ville avec mes potes, et les gendarmes, les flics et tout, ils en avaient marre de voir, ils disaient, mais putain, il nous nargue, il est que là, il fait une accélération dans la rue d'à côté, donc on entend, mais on le voit pas. Après, le soir, j'arrivais en motocross sans casque dans les rues d'Angers. Enfin, bon, j'ai eu ma période vraiment branleur, mais en même temps, ils savaient qu'il y avait rien qui était volé, donc ils m'embêtaient en me disant, calme-toi, mais c'était pas, ils me pourrissaient pas la vie non plus. Même si j'ai quand même cumulé les gardes à vue et les tribunaux et tout le bazar. Et en fait, donc j'étais pas trop aimé, si tu veux, à cause de cette voiture. Et donc j'allais souvent en garde à vue. Et en garde à vue, j'ai rencontré un commissaire de police. Et avec qui j'ai sympathisé, parce que lui, il s'attendait à voir un voyou qui volait des motos et qui faisait des roues arrière. Et lui, il m'a dit, écoute, là, c'est un premier rendez-vous, c'est pour te dire qu'il faut que tu arrêtes de venir en ville en moto, parce qu'on va venir chez toi, on va te perquisitionner, puis on va te prendre ta moto, et tu vas vraiment avoir des gros emmerdes, donc arrête. Et là, je l'ai regardé, moi, tout stressé, j'ai dit, oui, monsieur, je veux pas perdre ma moto, tu vois. J'ai dit non, ah bon, je me rendais pas compte que c'était pas bien, que c'était fait. Voilà, parce que je maîtrisais ma moto à 100%, donc je savais que je tombais pas, qu'il m'arrivait rien, que je maîtrisais. Et je me disais, c'est quand même vache de me courser en voiture alors que je fais un wheeling en moto, quoi. Tu vois, il y avait pas tout cet aspect illégal qui était dans ma tête, qui a bien changé aujourd'hui, tu vois. Et du coup, je rencontre ce flic-là, qui est devenu un pote. Et c'est cool l'histoire. Donc il me sort de garde à vue et tout, ouais. Et puis on parle, et puis il me dit putain, en fait j'ai affaire à un mec qui a 2-3 neurones dans la tête, tu vois. Il voit que j'étais pas un pauvre con qui volait des motos, qui faisait n'importe quoi. Puis je lui dis bah non, ouais, je fais de la bécane. Et puis il me dit mais mec, t'es fort et tout. Il me dit tu devrais mettre plutôt ça en œuvre pour gagner ta vie plutôt que de faire de la merde là, tu vois. Et il me dit tu te compares à des gens qui sont vraiment mauvais, alors que toi ce que tu fais à la rigueur, tu maîtrises ta moto, fais un truc bien. Et puis il me remet pas mal en question, ce policier là. Et puis un jour il me dit bah écoute, j'ai une Ferrari que j'ai abandonnée il y a 16 ans dans un garage parce que j'ai cassé la boîte de vitesse et j'avais pas les moyens de la refaire, etc. Et puis ça devient mon pote et on se voit souvent, on va au restaurant. Tu le vois encore maintenant? Ouais. Oh, trop bien. Plus rarement parce que maintenant il est détective privé sur Paris. Et du coup on devient pote et tout, etc. Puis il me dit j'ai cette caisse qui est là, qui pourrit, dans un garage. Et puis il me dit écoute, à l'époque la voiture valait, je sais plus moi, il y a eu une époque où les Testarossa valaient 40 000 balles. C'est la monospecchio ou pas? Ouais, donc elle était quand même un peu plus chère que celle qui était à 40 000. Monospecchio pour les gens, c'est un seul rétroviseur. Un seul rétro, et puis il y avait les écrous de roue, un mono écrou de roue comme les Formule 1 quoi, de l'époque. Ouais. Et donc c'est un modèle très rare, très mythique, etc. Et puis si tu veux, il m'explique que cette Ferrari là il l'a abandonnée, que la boîte est cassée, qu'elle a pas tourné depuis 16 ans, que les pneus sont morts, etc. Et puis c'était à l'époque où elle coûtait cher. Parce que comme je t'ai dit, il y a 10 ans, peut-être, elle valait, les phases 2, hein, donc pas les monospéciaux, mais ça valait 40 000, 50 000 euros. Et puis après, elles sont montées à presque 200 000. Aujourd'hui, elles sont descendues plutôt vers les 100 000. Et la monospéciaux, plutôt dans les 150 encore. Et donc il me dit, voilà, tac, je te la vends. On fait un prix intéressant parce qu'il me vend, c'est lui qui me vend le Cayenne. Et il me vend un bout de terrain avec une ruine. Bon, je m'étais dit, ça fait un bout de terrain. Tu fait un petit pack, quoi. Ouais, je dis, vas-y, voilà, quoi. Il me vend le tout. Et puis, pour 50 000 balles.
Donc moi je dis écoute, tu me fais confiance, on est potes, l'Audi R8 je peux la vendre 50 000 balles. Mais je récupère la Féfé avant pour être sûr. Donc je récupère la Ferrari, il me fait confiance, je la récupère sans la payer. Mais c'est un pote, c'est devenu de la famille, donc pas de problème. Je récupère la Ferrari. Alors je mets des petits posts sur Instagram, je fais des petites vidéos, les gens se disent putain il est vraiment bladé cet enfoiré parce qu'il achète une Testarossa en plus d'une R8 alors qu'en fait elle t'est pas payée, elle t'est cassée et tout quoi. J'avoue que je me suis fait la réflexion moi-même quand j'ai vu cette vidéo. et donc, mais je l'avais dit, hein, c'est que les gens l'avaient pas entendu, mais je l'avais dit dans la vidéo que je l'avais pas payé et tout quoi. Et puis donc je vends la R8 en vitesse. Et je récupère, je sais plus combien, 55 000 euros, peut-être un truc comme ça, je sais plus trop. Je la paye, donc la Testarossa est enfin à moi. Mais j'ai plus la R8 qui roule très bien, qui est toute neuve. Je récupère une Testarossa qui roule pas, qui a la boîte cassée et qui démarre plus. Donc, je commence un peu à bader. Et puis, je vais voir un pote garagiste et qui me dit bon bah voilà, il fait le tour. Il me dit bon, il y en a pour 20 000 balles pour la remettre en route. Faut faire la distribution, faire l'embrayage, faut faire ceci, cela, les pneus, les amortisseurs, faut changer les freins. Il me fait un check-up complet, il me dit bon, il y en a pour 20 000 euros quoi, dans la rénovation de la caisse. Et je dis ok, je fais un crédit de 15 000, j'emprunte 5. Je dis ça y est, j'ai les 20 000. Alors attends, à l'époque, ah bah non, je suis con, j'avais plus de CDI. J'avais plus de CDI. Mais j'avais une amie bancaire qui était vraiment une bonne pote et le réseau, hein, ça compte. Hein. Voilà, et du coup, elle m'avait décroché un crédit de 15 000 euros. Et j'avais fait dans mon ancienne banque, je crois, un autre crédit de 5 000. Donc j'avais les 20 000. Mais j'avais plus rien, par contre. Donc tu reviens toujours à la même situation. Je reviens à la même situation, je suis ric-rac. Et donc je dépose la caisse chez mon pote. Et puis il commande les 20 000 balles de pièces. Donc il commence à tout commander, il coupe la voiture en deux parce que tu sais, faut séparer l'arrière de l'avant. Il sort tout le train, moteur, boîte, pont. Puis là, à aucun moment tu t'es dit je vais mettre les mains dedans. Hein. Non, parce que Ferrari c'est quand même un autre domaine. Ouais, ok. Je bricole pas mal, mais je faisais mes vidéos, 3 vidéos par semaine, j'aurais pas eu le temps. Ouais, j'aurais pas eu le temps, même si j'avais beaucoup plus de temps à l'époque qu'aujourd'hui. Mais j'ai dit non, je peux pas le faire. Et puis il faut des outils spécifiques, il faut un vrai savoir-faire. C'est des voitures à 150 000 euros. Je m'étais dit, si je veux potentiellement la revendre cher un jour, je peux pas me permettre de bidouiller. Donc je le fais faire par un spécialiste Ferrari. Et effectivement, il s'est avéré qu'il y avait vraiment des complications et qu'il fallait vraiment s'y connaître. Ouvrir la boîte de vitesse d'une Ferrari Testarossa, tu fais pas ça quand t'en as pas déjà fait ou quand t'as pas une grosse expérience. Et donc ce spécialiste-là, qui est un ami à moi, il le fait. Et puis donc on investit les 20 000 balles, puis lui il dépouille la voiture. Mais quand je te dis il dépouille la voiture, c'est qu'il y a le moteur sur une table, les culasses à droite, on voit le vilebrequin, les pistons, la boîte de vitesse elle est étalée sur un établi, il y a des pignons, des roulements, tout est pas. La voiture elle est en miettes. Elle est en pièces, ouais. Elle est en pièces de partout. Les trains roulants, les triangles, les cylindres blocs, les kits pistons, des triers, elle est vraiment dépouillée. Il me refait une rénovation complète. Et plus le temps passe, tous les mois, il me rappelle en me disant bon, il y en a pour 5 000 de plus. La première fois, je dis putain, 5 000. Bon, je me démerde, je vends ma moto, je vais voir la grand-mère, tu vois bien, je trouve les 5 000. Et puis tous les mois, c'était 5 000. 5 000, jusqu'à ce qu'on arrive, au lieu de 20 000, en fait, il y en a eu pour 61 000 euros. Et là, je me dis putain, mec, t'as mis le pied dans un truc où tu peux pas. Ça te dépasse, quoi. Oui, tu pouvais plus sortir, c'était un engrenage. C'était un engrenage à la con et je pouvais plus. Je m'étais dit, mec, tu fais un truc de riche là. Et t'es pas riche du tout. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Donc là, je suis parti sur une année un peu difficile psychologiquement parce que ça représentait beaucoup pour moi cet investissement de 50 000 euros. J'avais travaillé dur pour avoir ces 50 000 euros. Surtout qu'en parallèle, t'as YouTube qui commence à bien fonctionner, donc l'image peut-être des YouTube, gens on était dans l'année où YouTube fonctionnait, mais je payais à peine mon monteur, quoi. Non, mais je veux dire fonctionner en termes d'image, c'est-à-dire que dans la tête des gens, ça y est, tu vis la grande vie. Tu vois. Ah oui, dans la tête des gens, j'ai une Ferrari, je la refais, les gens se disent, ce mec-là est blindé. D'ailleurs, ils se disent, c'est pas avec ses 30 000 abonnés qu'il est riche, quoi. Donc c'est là que commence vraiment fils à papa, voilà. Et en fait, je commence un an de stress incroyable pour moi, de galère, où je me dis, mais comment je vais faire ? Je dormais pas de la nuit parce que je te dis, j'avais mis tout ce que j'avais dedans. Donc je me suis dit, putain, mais en fait, t'as fait la connerie de ta vie, quoi. T'as été refaire cette caisse et aujourd'hui, t'as plus d'argent, t'as plus d'R8 et t'as une voiture qui roule pas et tu peux pas payer le mec. Et donc, galère. Je cherche à droite à gauche, mais je continue de travailler. Je mets toujours mes 1 000 euros de côté, à faire mes motos, mes trucs, mes machins. Je paye le monteur. Et puis à la fin, ça allait plus avec le monteur parce que bon, bah voilà, on n'arrivait pas trop à s'entendre dans le travail. On est toujours amis, hein, on se revoit et tout. Mais... Ouais, mais il valait mieux. Voilà, valait mieux arrêter parce que dans le travail, ça devenait presque désagréable. Et du coup, j'ai dit bon, bah écoute, frérot, rentre chez toi.
et on va trouver une autre solution. Et donc voilà, on est toujours potes, mais on a arrêté comme ça. Et donc je fais mes montages moi-même, j'économise un salaire. Et donc je commence à mettre de l'argent de côté, j'arrive à payer, puis à la fin, quand la voiture commence à se remonter, les pièces, voilà, ça a duré 1 an parce qu'il a fallu refabriquer le pignon de deuxième qui était cassé. Et ça a coûté, quand on a ouvert la boîte, il y a eu une dernière surprise à 15 000 €. C'est qu'il fallait changer tous les roulements, le pignon à le refaire sur mesure, c'était parce qu'il fallait l'envoyer en Belgique, après il fallait l'envoyer en Allemagne pour faire un cémentage, après il fallait refaire un traitement. Ça a été un truc de malade, ce pignon de deuxième qui était cassé. Mais c'était la maladie sur les phases 1 des Testarossa à l'époque. Et quand ils faisaient de la piste d'origine, il les changeait. Et donc, cette histoire de pignon, ça a coûté 15 000. T'arrives sur une note totale de combien? La note totale, c'est 61. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, si tu veux, on m'avait dit 5 000. Et à la fin, on m'a dit, bon, bah là, c'est 15 000 la boîte. Et là, je commence à désespérer, quoi. Je me dis, putain, mais mec, je vais vendre ma baraque pour cette bagnole, quoi. Et donc, je continue à essayer de me démerder. Je fais un autre crédit. Parce que pour bien expliquer pour les gens qui visualisent pas ça, à aucun moment tu t'es dit je vais la vendre. Parce que si tu la vendais, tu perdais tout en fait. Ah bah, je pouvais pas la vendre. Elle était en pièces chez un garagiste. Il y avait déjà 25 ou 30 000 € d'investis. Donc je pouvais pas la vendre. Ouais, non mais tu perdais une fortune parce que tu l'aurais vendu une misère. Pièce, ouais. Voilà, le mec, il aurait fallu qu'il continue l'investissement, quoi, à ma place. Donc c'était impossible. Et puis je voulais pas lâcher prise. Je voulais pas me dire, mec, j'ai fait de la merde, j'ai chié là dans la colle. Donc hors de question. Donc je refais un 3e crédit. Mon gars, je m'endette à la mort. Je demande à ma mère de faire un crédit et tout, tu vois, c'est parti loin de ouf. Mais on n'avait plus le choix. Ma mère m'avait dit, on vend ma caisse, on vend ceci, on vend cela, on voulait tout vendre, tu vois. Mais on n'avait pas grand chose. Et donc on arrive à trouver un dernier crédit chez Sofinco. Un crédit qui fait que j'arrive à sortir l'oseille. Et là, j'étais vraiment en mode, tous les mois, j'avais eu 1000 balles qui partaient parce que je payais tous les crédits, tu vois. J'avais 400 par là, 300 par là, ma mère, elle avait 200. C'était vraiment n'importe quoi ce que j'avais fait. Mais je m'étais dit, putain, la voiture, je vais la refaire, je vais me démerder. Et il y a un bon coup à faire parce que la voiture, c'était une voiture qui allait me revenir à, on va dire, à peu près 100 000 €, tu vois, sur les 50 000 balles, si t'enlèves le prix du Cayenne et tout ça. Bon, elle me serait revenue à 100 000. Bah, elle m'est revenue d'ailleurs à ce prix-là, à peu près 100 000. Et je m'étais dit, c'était une voiture qui cote 150, 160. En plus, elle a 30 000 km. Ouais, il y avait encore un joli coup à faire, mais tu t'étais dit, ouais, c'est un joli coup que j'aurais pas dû tenter parce qu'il était entre guillemets au-dessus de mes bottes. Voilà, c'est ça. Et puis, c'était la voiture de Petroschian qui l'avait achetée neuve à Monaco, le patron du caviar. Et la voiture, elle a 27 000 km. Elle est toute neuve, elle est première main. Enfin voilà quoi. Ouais, il y avait quand même une belle histoire derrière. Je me dis super quoi, peinture d'origine et tout. Bon, elle a quelques défauts de carrosserie, mais ça reste une Testarossa dans son jus. Et puis pas de borne, et puis toute neuve quoi. Moteur refait, boîte refait, train roulant, amortisseur, frein, pneus. Enfin, elle est vraiment mécaniquement neuve. Et je me dis là, je vais la vendre et me faire de l'argent. Et bon, je vais pouvoir rembourser mes crédits et tout le bordel. Il y a moyen que je me fasse 50, 60 000 € de bénéfices quoi. Et je me dis, je vais retomber dans mes clous. Et puis ces 100 000 € là que je vais récupérer, les 50, 60 000 € que je dois partout là, je vais les redonner. Et puis les 100 000 balles, bah, j'ai quand même 100 000 € pour m'acheter une autre caisse. Tu vois? Mais au départ, je m'étais dit, je vais la revendre parce que j'ai pas le choix. Je m'étais dit, c'est un coup que je fais, c'est la passion, la mécanique, la voiture. Mais je vais la revendre parce que j'ai pas le choix. Sachant que tu l'avais toujours pas roulé là, puisque la voiture était pas roulante. Bah, je peux te dire que la première fois que j'ai mis les pieds dedans, en plus j'avais pas le permis, j'avais perdu le permis à l'époque. Donc mon gars, j'avais pas le permis, mais je pouvais pas, 1 an de stress et de nuit blanche, je pouvais pas ne pas la rouler, tu vois. Donc je l'ai roulé en faisant gaffe et tout. Et puis après, mais j'ai fait très gaffe, hein, je roulais sur un parking, machin truc. Après c'est ma mère qui l'a conduit sur la route. Et je faisais hyper gaffe, j'avais peur de la rayer, j'avais peur de casser un truc. Et puis j'ai découvert ce paquebot à conduire, qui est bourré de couple, mais qui marche pas tant que ça. Parce qu'on se dit, putain, un V12 5 litres de 400 chevaux, on se dit, c'est un truc de malade. Mais ça, une Golf 110 chevaux reprog, ça accélère plus fort, quoi. Enfin, en départ arrêté, j'exagère un peu, parce que la Testarossa, quand tu commences à prendre 8000 tours... C'est ça en fait, toute la puissance est en haut, quoi. Voilà, la puissance elle est dans les tours, mais ça marche très fort dans les tours. C'est une voiture qui prend 300 km/h, hein. Donc ça reste incroyable, tu vois, pour l'époque. 85, avec des freins de Porsche 944, tu vois, les trucs sont gros comme une assiette. Mon gars, t'as pas d'ABS, t'as pas de direction assistée. T'as intérêt d'être solide dans la tête, ouais. Faut être bien accroché là. 0 aide, le moteur à l'arrière. C'est une super caisse, quoi. Par contre, faut faire de la muscu pour tourner le volant, pour passer les vitesses, l'embrayage, tout est dur.
Et puis je la roule, et puis continue ma petite aventure sur YouTube, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Et puis je commence à en vivre. Et je développe tout le côté entrepreneurial voilà, je découvre une autre passion. C'est le côté d'entreprendre, le côté business. Monter des business à côté. Monter des business et puis comprendre la fiscalité, comprendre comment ça se passe, comment vit une entreprise, comment la faire vivre, comment la rendre pérenne, sereine, et puis comment lui faire du bénéfice. Et c'est une vraie passion que j'ai aujourd'hui. Hein. Je me renseigne pour avoir les connaissances pour mes entreprises, mais aussi par passion maintenant. J'ai fait un master de droit des affaires, donc de droit fiscal. Donc putain, mais on va bien pouvoir parler alors. C'est super. Et donc je commence, comme tu dois bien savoir, en micro-entreprise, avec une imposition sur le chiffre d'affaires. Et puis au début c'est bien parce que tu as une gestion des finances qui est quand même beaucoup plus souple puis simplifié, qu'en société. Alors les fiscalistes aiment pas ça en général parce qu'ils disent la micro-société, t'es payé, peu importe la marge que tu fais, tu payes sur ton chiffre d'affaires. Donc tu paieras pareil que tu fasses un coefficient 0,3 comme un coefficient 12. Donc c'est un peu dégueulasse pour ceux qui font pas de marge. Mais j'en faisais parce que YouTube c'est de la prestation de service, tu vois. Tu payes ta caméra, c'est surtout ton temps. Et j'ai commencé ma marque de vêtements le jour où j'ai changé ma bio sur YouTube. Donc ma marque de vêtements a commencé quand j'avais 31 000 abonnés. C'est super vieux quand même. C'est super vieux. Mes vidéos n'étaient pas du tout vues que j'avais déjà ma marque de vêtements. Parce que mes tout premiers abonnés me disaient, mec, on veut s'identifier, fais-nous un t-shirt, je sais pas, fais-nous un truc. T'as réussi à créer cette communauté très forte, malgré le fait que c'était entre guillemets un petit nombre au début. C'est ça. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est vraiment derrière moi à 200%. Tu vois, on fait une boutique éphémère. Mon gars, il y a des centaines de mètres de queue, des voitures partout, il y a intervention de la police, blocage des routes, ça part en couille à chaque fois, mais c'est trop bien. Et c'est pour ça aussi que certaines personnes comprennent pas encore aujourd'hui en se disant putain, mais pourquoi ça marche bien son affaire, comment il a embauché autant de personnes. C'est pas ces 400 000 ou 500 000 ou même aujourd'hui 700 000 abonnés qui génèrent autant d'argent, tu vois. Et il y a aussi ma passion d'entreprendre, de bien gérer mes petits business. Et puis il y a aussi le fait d'avoir une communauté qui est hyper réceptive. C'est quoi les business que tu as pu monter en parallèle justement ? Pas grand chose, mais j'ai ma petite marque de fringues. Tu vois, qui génère plus d'argent que YouTube, qui me permet de payer tous mes salaires, voilà, les cotisations sociales, tout le racket qu'on subit tous les mois. Tu sais, le mec qui va se plaindre, tu vois. Moi, je me plains pas souvent parce que pour tout te dire, je lance ce projet de podcast grâce au chômage, donc je peux pas me plaindre. Non, mais faut pas se plaindre. Non, mais j'aime bien. La France est un business angel assez incroyable. Et c'est pareil, je suis pas content, tu vois, quand je paye 45 000 euros d'impôts, ça me fait chier, tu vois. Et puis quand le lendemain, il y a l'URSSAF à 8 500, et puis après 6 000 de cotisations, puis les charges patronales, les charges salariales. Je me dis, mec, c'est pas possible. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, c'est quoi ce bordel? Et puis en fait, je suis content parce que ça veut dire que mon business il vit et puis que ça fonctionne. Donc je me plains pas. Mais en gros, voilà, j'ai développé ma petite marque de vêtements, que c'est un projet que j'ai vraiment à cœur, que je fais bien. Aujourd'hui, on est, je te dis, rien que pour ça, on est 6 à bosser dessus. Donc on développe des produits. Là, je travaille par exemple sur une gamme Made in France. Et on joue pas sur les mots avec l'appellation. C'est du vrai Made in France, 100% fait en France. Tu vois, je veux pas faire comme tous les youtubeurs et vendre mon pull 160 balles. On verra un jour, tu vois, j'ai pour projet, pourquoi pas de faire une deuxième marque de vêtements un peu plus luxe, un peu plus qualif, 100% Made in France, pourquoi pas, j'ai plein de projets. Mais en tout cas, mon pull, voilà, pour la qualité qu'il est, c'est un pull qui doit se vendre normalement 60 euros. Bon, moi je le vends 45. J'arrive à me faire une marge raisonnable et à bien travailler dessus. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir plus de quantité. J'ai développé un business dans l'airsoft. C'est une passion que j'ai depuis que j'ai 12 ans. Tu peux expliquer un peu ce que c'est que le airsoft ? L'airsoft, les gens connaissent plus le paintball. Donc c'est des lanceurs de billes de peinture. L'airsoft, c'est un petit peu différent. C'est plus réaliste avec les armes réelles militaires et c'est des petites billes en plastique en fait. C'est pas des billes de peinture. Donc c'est un jeu qui est sur la base du fair play. Donc quand tu reçois des billes et que tu sens que t'es touché, tu t'avoues vaincu. Et j'ai développé ce petit business autour de ça avec des personnes qui travaillent dessus, un site internet, un Instagram, des organisations de parties. Et puis j'ai acheté un vieux manoir que je suis en train de refaire, que je suis en train de retaper, justement pour faire des parties, que ça nous serve de terrain de jeu le temps des rénovations. Et donc voilà, on organise des parties, on organise des rencontres abonnés, on fait des petites boutiques pop-up, on vend sur internet, on fait des concours, enfin on anime bien ce petit business. Est-ce que les personnes qui s'intéressent au airsoft, à ton entreprise de airsoft, sont aussi tes abonnés boiserie ? Ou est-ce que des fois tu as des personnes qui sont... Alors voilà, l'avantage en fait que j'ai voulu mettre en place, c'est que c'est bien de proposer des choses à ses abonnés, c'est bien.
mais au bout d'un moment, je vais pas vivre que de ça. Et puis, j'ai pas envie non plus de passer pour le mec qui est là en train de vouloir vendre des trucs à ses abonnés. Moi, à la base, on m'a réclamé un t-shirt. J'en ai fait une marque de fringues qui a aujourd'hui voilà, ses locaux, ses bureaux, les prestataires, des couturières. On est vraiment sur une vraie entreprise. Et puis, à côté de ça, j'ai voulu développer un business un peu différent où j'en ai fait la promotion par mes réseaux. Ce serait stupide de pas le faire. Ça serait stupide de pas le faire, bien sûr. Mais tu vois, ça va déboucher sur une ouverture de boutique et qui fait qu'elle sera plus dépendante de mes réseaux, quoi. Et c'est ça que je voulais, c'est ne plus avoir cette dépendance aux abonnés pour pas les faire chier, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pris un engagement il y a quelques années auprès de mes abonnés à dire voilà, je vous ferai jamais chier avec des pubs. Je ferai pas de partenariat de placement de produits. Je crois que tu as eu quelques mauvaises aventures avec ça aussi. Ouais, j'ai eu quelques mauvaises aventures, mais c'est une mauvaise aventure pour moi, pas pour mes abonnés, parce que j'ai assumé, tu vois, ça m'a coûté des milliers d'euros, mais j'ai remboursé tous les gens qui avaient eu des problèmes, j'ai assumé tout le bazar, et puis, je reste avec des gros partenariats, les gens qui me donnent des motos, les gens qui... Bien sûr. Des gros partenaires qui sont là depuis des années. Par contre, le placement de produits pur et simple, ou le dropshipping, etc. Voilà, ou l'intégration en début de vidéo de NordVPN ou Rhino Shield, je le ferai pas. Et je refuse des dizaines de mails par jour parce que je me suis engagé auprès de mes abonnés. Mais je leur ai dit, voilà, en contrepartie, effectivement, je vais peut-être, au lieu de dire Rhino Shield, je sais pas quoi, ou NordVPN en début de vidéo, au lieu de vous saouler avec ça, je vous saoulerai moins longtemps, mais je vous parlerai de la chemise que je viens de sortir, ou du petit pantalon, ou des nouvelles casquettes qui viennent de la nouvelle collection de casquettes. Voilà. Ouais, c'est un deal que tu as passé en fait. C'est un deal que j'ai passé, mes abonnés sont hyper réceptifs, c'est pour ça qu'aujourd'hui ma marque de fringues elle marche vraiment vraiment bien. Et beaucoup plus qu'un youtubeur qui a normalement 700 000 abonnés, quoi. Et donc c'est pour ça, c'est donnant-donnant, tu vois. Moi je m'engage à pas faire du tout de pub à mes abonnés, de pas les saouler une minute avant les vidéos. Et je me suis engagé aussi à ne mettre que 3 pubs par vidéo. Au lieu d'en mettre 4-5 comme certains. Est-ce que ça pourrait expliquer, je connais pas du tout aussi bien YouTube que toi, mais c'est toi qui décides du moment où tu mets la pub? C'est toi qui décides, à partir du moment où ta vidéo fait 10 minutes, du nombre de pubs que tu peux mettre pendant ta vidéo et à quel moment tu les mets. Et moi je me suis engagé auprès de mes abonnés également en disant les gars, je vous ferai jamais chier avec ça, j'en mettrai toujours 3, que la vidéo fasse 10 minutes ou 1 heure, il y en aura 3. Je vous ferai jamais chier avec des vidéos où tu sais qu'elles vont marcher. Il y a des vidéos où tu sais d'avance que ça va faire beaucoup de vues. Plus t'es rémunéré, voilà. Donc sur une gitanerie par exemple où je fais beaucoup de vues, je pourrais faire le forceur et mettre 5 ou 6 pubs pour gagner beaucoup plus d'argent, mais je me suis engagé, c'est comme ça. Et mes abonnés sont réceptifs dans le sens où ils voient tout ça, ils voient que je fais pas de partenariat, ils voient que je fais pas d'intégration, qu'il n'y a pas de placement de produits sur Snapchat ou Instagram, que je mets que 3 pubs par vidéo. Et du coup, eux ils se disent putain c'est cool le mec, voilà. Et du coup, au lieu d'acheter un autocollant, des fois ils se font plus plaisir, tu vois, sur ma boutique, et ils se disent putain on a plus envie de participer au délire en achetant une fringue. Ouais, tout à fait. Ça renforce un peu le côté communauté où on est ensemble, quoi. C'est vraiment des gens, moi mes abonnés je les croise dans la rue, mec, je passe avec eux, des fois j'en invite chez moi, le week-end on se voit, je kiffe, quoi. C'est que des gens dans le même état d'esprit que moi, alors qu'à la base je suis tout seul dans ce délire, tu vois, je suis tout seul dans ce délire à être là, à faire le con et tout, et mes potes étaient pas trop comme ça à la base. Et mes abonnés sont dans le même délire que moi, donc à chaque fois qu'on fait des rencontres abonnés, on en fait, hors Covid, on en fait 2 par mois. C'est trop bien, quoi. On fait des boutiques éphémères où du coup, c'est un peu du taf. On se rencontre. Et puis, moi, je vends ma marque de fringues. On fait des rencontres motocross, on fait des rencontres moto d'enduro, on fait des parties d'airsoft. Donc en fait, ouais, tout est une excuse pour se rencontrer. Tout exactement. Hors Covid, ça va revenir. Toutes les 2 semaines, je fais un truc avec des abonnés chez moi, quoi. C'est trop bien. Et puis en termes de business, voilà, j'ai ma petite marque de fringues, j'ai ma marque d'airsoft, et puis je travaille aussi pour d'autres youtubeurs, c'est-à-dire que j'ai des locaux maintenant avec un peu plus d'espace où j'ai acheté des machines, et puis j'ai monté une boîte qui fait de la sérigraphie de vêtements, du flocage, de l'infographie, des autocollants, des posters. Et donc on fait en fait toutes les goodies et toutes les sapes d'autres youtubeurs. T'as le droit de le dire, ça, ou pas? Avec qui je travaille? Ouais. Ouais, il y a. Ouais, bon, après, c'est des potes, tu vois. Il y a Lord Puma, il y a Sarah Lesito. Ok, Lord Puma, ouais. Garage des blogs. Bah oui, tu sais que j'ai tourné un épisode avec Sad Ben Shabzi. Ouais, voilà. Lui, je l'ai adoré. Il est adorable, mec. J'ai trop été déçu par les youtubeurs ou par les gens connus parce que j'ai rencontré pas mal de rappeurs, de gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. J'ai pas mal de fois été déçu quand même par certaines personnes qui ont un peu... Humainement, tu veux dire? Ouais, où tu sens que les gens ils pissent un peu au cul des cadreurs, tu sais, c'est moi la star, le cadreur, fais ton travail, fais-moi pas chier, tu vois, je suis riche, machin truc, ça me fait chier tout ça, tu vois. Je suis un peu de voir les gens qui sont dans cette espèce de business là,
de voir, tu sais, que sont menés par l'argent, la popularité, en disant moi je suis quelqu'un et pas toi, quoi. Le côté un peu j'écrase de tout. Voilà, bon, alors tu me diras, Sad, il est pas millionnaire et il est pas ni en argent ni en abonnés, j'imagine, ou alors il cache bien son jeu, le salaud. Non, je te Mais confirme. en tout cas, je lui souhaite à 2000%. Mais c'est souvent les youtubeurs qui n'ont pas forcément 4 millions d'abonnés qui font un petit peu les restats. Et lui, humainement, c'est un mec Après, incroyable. l'histoire, c'est que eux aussi, tu vois, ils sont dans le YouTube game, entre guillemets, depuis 2011, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Et ils ont percé récemment parce qu'il y a eu ce. Il y a eu un format qui a pas C'est marché. c'est ce que j'explique d'ailleurs dans l'épisode, enfin, ce que Sad explique dans l'épisode, donc vous pouvez l'écouter. Mais ouais, non, c'est super gay. Ouais, je pense que l'épisode doit être sympa. Et tu vois, je l'ai même pas écouté. Donc je vais aller m'empresser d'écouter ce soir tranquillement. Ouais. Mais c'est quelqu'un que j'adore, qui est très sympathique, bosseur. Mais putain d'une mentalité, quoi. T'en vois rarement des gens comme ça. Trop cool. Donc, du coup, on s'est bien rencontrés parce que tu vois, on bosse ensemble. Et puis, je travaille aussi pour d'autres youtubeurs et on fait leurs vêtements. Donc, ça peut être du t-shirt simple, de la broderie, du bonnet, de la casquette, des autocollants, des décos, enfin plein de trucs. Donc j'ai aussi ça qui fait que j'ai du monde qui bosse là-dessus et j'ai investi dans les grosses machines, les grosses imprimantes, les grosses découpeuses, des gros plateaux de découpe, les presses, les machins. Petit à petit, ça te fait un peu une espèce de pieuvre en fait où t'as différentes branches. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc j'ai tous ces petits business là en fait qui me permettent de vivre vraiment dans un délire de vivre à la fois confortablement parce que c'est ce que je voulais. Moi en fait aujourd'hui j'ai la vie que j'ai voulu. À 26 ans, c'est pas mal quand même. Ouais, j'aimerais bien avoir plus. Hein. Tu vois, j'ai des gros rêves. Hein. Je veux un château. Bon, attention, c'est pas un château à 50 millions d'euros. Je veux un vieux château délabré que je vais refaire toute ma vie, mais j'aimerais bien. Il faut savoir que dans l'Ouest, parce qu'on est tous les deux dans l'Ouest, il y a beaucoup de châteaux qui valent pas grand chose et que personne n'en veut en fait. Ah, puis qui coûtent moins cher qu'un studio à Paris, quoi. Clairement. Et donc j'aimerais vraiment vivre dans un château. Mais bon, on parle d'un studio à Paris, ça vaut quand même 500, 600 000 euros. Ouais. Donc on est quand même sur une belle maison. Mais j'aimerais bien un jour pouvoir m'offrir ça. Quitte à vendre ce que j'ai, hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc, mais j'ai tout un dossier qui est préparé. Je me suis fait refuser par une banque là, tu vois. C'est que le Covid a un peu mis des bâtons dans les roues à tout le monde. Mais j'ai ce projet-là, par exemple. Donc j'aspire à mieux. Encore heureux que t'as encore plein de rêves à 26 ans. Plein de rêves. J'ai envie de gagner plus d'argent, de faire plus de choses ouf. Mais j'ai pas les mêmes rêves que les gens qui gagnent de l'argent, quoi. T'as envie de te faire kiffer avant. Ouais, j'ai pas le rêve de taper des rails de coke sur des culs sur un yacht, tu vois. Ça vraiment, ça m'intéresse pas. D'aller lâcher 40 000 euros chez Gucci, tout ça, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Moi, mon kiff, c'est de pouvoir acheter 15 Monster Truck, faire la course avec mes abonnés. Mais justement, pour revenir un peu sur l'automobile, cette fameuse Testarossa, qu'est-ce qui lui est arrivé en fait? Est-ce que on n'a pas fini l'histoire finalement? Eh ben, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est finie, elle a été finie. Et puis j'ai roulé avec 3 ans. Et puis la personne est au courant, c'est une exclusivité. C'est vrai? Elle a été vendue. Waouh, j'ai une exclue. Ça, je l'avais dit, c'est pas ça l'exclu. L'exclu, c'est qu'en fait, il y a eu un problème avec l'acheteur. Et donc, elle est pas vendue. Donc, je suis toujours aujourd'hui possesseur d'une Testarossa. Ouais. Et t'as d'autres pistes? Bah c'était tout était fait. Hein. Oh là là. Carte grise rayée, tout le bordel. Oh non. Moi, j'attendais les sous, quoi. Tu l'as pas vu venir celle-là? Non, mais je m'en fiche parce que j'arrive dans une période de ma vie où le kiff passe après le travail. J'aime beaucoup mon travail, mais en même temps, je kiffe en travaillant. Je fais mes vidéos, tout ça, c'est un bonheur. J'adore voir des commentaires de fous, les gens qui kiffent, que mon délire continue à prendre de l'ampleur. Et donc en même temps, tu vois bien, si je travaille le week-end, c'est pas trop grave parce que toute la semaine, je fais un truc que j'adore. Et donc, je suis plus focalisé dans ce que je fais, dans mes petits business, dans mes petits machins, que sur mon loisir du week-end, sortir ma Ferrari avec ma meuf, je m'en tape. Et je gagne bien ma vie, donc c'est plus une priorité pour moi de la vendre. Et je crois d'ailleurs que je vais la récupérer et ne pas la vendre. C'est peut-être un signe en fait. C'est peut-être un signe, ouais. Mais je pense que je vais pas la vendre et la garder, la mettre dans un bel endroit. Chez moi, dans mon salon, tu vois. J'ai vraiment envie de faire ça, de la sortir que de temps en temps. La petite pignole. Le vrai mec qui a une Ferrari, tu vois. Mais du coup, j'ai plus l'obligation de la vendre. Bah, l'histoire est encore plus belle, en fait, voilà. Finalement. C'est une belle revanche. Dans le sens où j'ai vraiment galéré. J'en ai fait des crises de nerfs, à pas dormir de la nuit. C'est à cause d'elle que j'ai eu mes premiers cheveux blancs. J'en ai pas mal aussi. À 26 ans, c'est dommage. Et donc, du coup, maintenant, j'ai plus l'obligation de la vendre. Donc, je suis content. Mais bon, en même temps, je l'ai volé à personne, tu vois. Clairement. Je suis très content de
faire ce que je fais. J'adore de faire ce que je fais, et puis j'ai beaucoup de gros projets. Mais comme je te disais tout à l'heure, ma vie, je l'ai, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était pas être... bien sûr, on a tous envie d'être riche, d'avoir des possibilités financières énormes. Mais aujourd'hui, je gagne l'argent que j'avais besoin de gagner. Comment te dire, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir assumer le crédit de ma maison, payer l'EDF, payer l'eau. Et puis, si ma mère, demain, elle me dit, putain, le frigo, il est mort, dire, écoute, fous-le dans le jardin derrière, on va tirer 3 coups de fusil dedans, ce qui nous aurait énervé, et on va à Hyper-U avec le camion, et paf, on achète un frigo sans réfléchir, tu vois. C'est ça que je voulais. Ou de dire, mon cheval il se casse une jambe, et ben on appelle le veto, on n'est pas en train de demander le prix avant, il vient, il fait, et après on paye. On a l'argent, tu vois ce que je veux C'est dire. le côté insouciant, quoi. Voilà, c'est le côté de dormir sur ses deux oreilles qu'on n'a pas eu depuis que je suis né. Parce que ça a toujours été ça. Ma mère, toute sa vie, elle était en galère, à avoir des découvertes, des trucs, des machins, a toujours galéré à se payer ce qu'elle voulait. Ça a toujours été une merde, on se faisait couper l'électricité, couper le téléphone, ça a été toujours ça notre vie, tu vois. Et du coup, moi, mon rêve, c'était pas d'être sur des yachts et tout, et je m'en branle encore aujourd'hui, alors que je pourrais le faire. Mon rêve, c'était de me dire, putain, mais un jour, si je réussis, c'est de me dire, là déjà je fais la fin du mois sans sans que la banque m'appelle, et en plus de ça de me dire demain il y a un truc qui casse, ma mère elle casse une jante, on la rachète, quoi. Ça paraît simple, mais en fait c'est symbolique, en fait. Ouais, c'est symbolique, et c'est cette vie là que j'ai aujourd'hui. Alors c'est cette vie là que j'ai aujourd'hui avec tout ce que je fais, et donc c'était ça. Puis surtout que moi je vis avec toute ma famille, tu vois, j'ai mes cousins, ma grand-mère, j'ai tout le monde chez moi, et donc moi c'est ma famille, c'est moi qui vis bien, donc c'est moi qui assume pour tout le monde, tu vois. C'est une volonté, hein. C'est pas eux qui sont venus en mode je sais pas quoi. Oui, je comprends. Moi, c'est ma grand-mère. C'est comme ça que tu vois les choses. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ma grand-mère, elle est là, elle a 87 ans, je veux plus qu'elle paye, quoi. Donc je suis content de pouvoir lui acheter un beau frigo américain, qu'elle fasse des courses sans regarder, tu vois. Et c'était ça la vie que je voulais, pouvoir assumer ma famille sans me poser de questions. Et j'ai donc plein d'autres projets. En fait, si tu veux, l'argent, c'est plutôt un vecteur pour moi qui va me pousser vers de nouveaux business, de nouveaux projets. C'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Voilà, ouais, c'est vraiment plutôt un moyen. C'est ça qui va me servir à faire des choses. C'est pas en mode je sais plus quoi faire de mon fric, tu vois. Pour finir sur l'automobile et revenir un peu sur le côté automobile, t'as annoncé il y a pas longtemps que tu t'es acheté un Dodge Ram. Oui, avant-hier même, je crois. Avant-hier, ouais. Putain, déjà 350 000 vues, je crois. Ah ouais. Ah bah ça m'étonne pas du tout. Il y avait 350 000 vues en 23 heures. J'ai dit putain, celle-là, ils ont kiffé, quoi. Parce que en fait, ça, si tu veux, je te dis ça parce que là, je suis juste devant une. C'est quoi d'ailleurs? C'est un tableau. Ouais, c'est un tableau. C'est un tableau. Il y a le Monster Truck. Ouais. Tu t'as un délire en ce moment avec tous les gros 4x4 américains? Enfin, parce qu'un Monster Truck, c'est même plus un 4x4. J'ai pas un délire particulier, mais en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir un Monster Truck comme tout le monde. Ça, je pense que c'est pas que moi. Tout le monde, bon, c'est inaccessible à la base. Il faut la place. Il faut la place, il faut l'endroit, il faut les chargements, les machins, puis l'argent. Et moi, c'était un rêve sans en être un, parce qu'on se dit, tu sais, c'est comme avoir une Bugatti Chiron. C'est un rêve sans en être un, t'as forcément envie d'en avoir une. Mais Chiron, moi, pas des masses. Non, mais ou je sais pas, moi, t'as peut-être envie d'avoir une villa à Cancun, ou voilà. Peut-être. On a envie sans avoir envie, parce qu'on se dit, on n'y arrivera jamais, ou voilà. Et moi, c'était la vision que j'avais, et putain, un jour, je me suis dit, mec, attends, je vais commencer à regarder et tout. Et j'ai trouvé ce Monster Truck, et j'ai dit, putain, je peux me le prendre, quoi. Et donc je l'ai pris. Et puis le délire du Dodge Ram, c'est qu'en fait j'ai cassé plusieurs fois l'arbre de transmission qui était pas adapté sur mon Monster Truck, et je me suis dit putain, mais je vais mettre un gros, parce que c'est un V8 essence sur le Monster Truck, et je me suis dit je vais acheter un putain de Dodge Ram Cummins avec un 6 litres diesel turbo, avec un truc qui a un couple de tractopelle, tu vois. Et je me suis dit je vais couper le châssis, je vais virer le Ford essence, et je vais mettre le gros moteur turbo diesel du Dodge Ram dessus. C'est ce que t'expliques dans la vidéo d'ailleurs. Voilà. Et comme ça, j'aurai plus de problème de boîte de transmission, puis je vais avoir un truc qui aura plus de couple et plus de force et tout, quoi. Et puis quand j'ai ramené le Dodge Ram, quand j'ai été le chercher. Tu l'as acheté en France? Ouais, j'ai acheté en France. Ouais. C'est un des rares qui est homologué diesel en France. Et puis qui a que 100 000 bornes et tout, tu vois. Je l'ai ramené, je me suis dit, putain, je peux pas faire ça, quoi. C'est trop bien roulé, le truc est... Puis je l'ai acheté en me disant, c'est un Dodge Ram, un vieux truc, 2003, alors que moi, à la base, 2003, pour moi, c'est quand même des trucs récents. Et puis 2003, je me suis dit, bon, il doit être vieux, tu vois, 2003, enfin, il doit avoir son temps, sans dire qu'il est vieux. Et en fait, le truc, il fait pas son âge, il est tout neuf dedans, il y a des boutons partout, il y a plein d'options, il marche trop bien, ça marche à mort, c'est coupleux... Et puis j'ai dit, mais mec, c'est impossible, je vois trop mes motocross dans la benne ou mes chargements de conneries pour aller au taf, je me vois pas du tout le mettre sur le Monster Truck et le gâcher, entre guillemets. Et puis il y a eu en 23 heures
1700 commentaires, je crois, sur ma vidéo, qui me dit, mais mec, t'as trop raison, mets-le pas sur le Monster Truck, garde-le, c'est trop bien, ça te va trop bien, c'est trop rare. Il y en a... Et puis j'ai découvert qu'il y avait surtout beaucoup de gens qui disaient, putain, mon rêve. Ah, je savais pas, tu vois ça. Moi non plus, je pensais pas que beaucoup de gens. Enfin, ça pouvait être le Graal pour certaines personnes d'avoir un Dodge Ram, même si je kiffe, attention. Le Dodge Ram comme le Monster Truck, en fait, le point commun pour moi, c'est que c'est des voitures qui sont chères en consommation, qui sont compliquées à. Voilà. C'est pas une voiture, un Monster Truck. Non. Mais si tu veux, c'est ultra pas pratique en fait. Ouais, et puis c'est gros et tout. C'est énorme. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a la différence, c'est que si tu veux. Tous les véhicules essence aujourd'hui, moi j'ai le partenariat, enfin qui est plus un partenariat parce que c'est des potes et on a des projets ensemble, mais si tu veux, Shiftech, moi toutes mes voitures essence elles sont à l'éthanol. La R8 que j'ai payée à ma mère, on l'a passée à l'éthanol, donc tu vois, tout à l'heure j'ai été faire le plein, 27 € le plein d'une Audi R8. Franchement, tu vois, même si ton plein il fait que 350 bornes, t'en as rien à faire quoi. C'est clair. À la rigueur, c'est le Dodge Ram qui va lui coûter le plus cher parce que c'est un diesel qui boit, mais bon, ça bouffe 16 litres au 100. C'est quand même pas non plus 40 litres. C'est du gasoil. Bon, ça va. C'est pas un véhicule que je vais sortir tous les jours non plus. Puis même si je l'utilise tous les jours, aujourd'hui, je peux le faire. Parce que c'est un véhicule que je vais mettre sur ma société. C'est la société qui va payer le carburant. Donc, si tu veux, ça va pas être des frais perso. Donc, entre guillemets, je peux me permettre de rouler avec régulièrement et de payer l'essence, quoi. Je pense qu'on peut pas finir cet épisode sans parler un peu de TDS. Parce que on l'a parlé très vaguement à un moment. On expliquait que potentiellement tu allais faire monter le cours de l'Argus des TDS. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça par rapport pour les gens? Comment t'expliquer dès le départ, ça a commencé très tôt avec mes vidéos où la TDS c'était la voiture du mec qui avait pas les moyens d'avoir une BM récente. Tu peux situer un peu la génération de BM que c'est? Moi, c'est 92-97. 1992 à 1997 à peu près, les séries 3 et 36 TDS, quoi. 4 portes 2,5 litres turbo diesel qui fait 143 chevaux d'origine. Je pense qu'on a le plus grand spécialiste de TDS en France. Ouais. Ah, mon pote Babas, je crois qu'il est encore pire. Je crois qu'il est encore pire. Et lui, il te sort les codes moteurs, la taille du turbo auto, il est fou. Et en fait, si tu veux, cette voiture-là, on les a eu au départ, comme je te disais, parce que c'était des voitures pas chères. Et donc, quand mon délire YouTube a commencé à prendre un peu d'ampleur, c'est des voitures qu'on achetait 100 €, 200 € roulantes, et on faisait les cons avec dans les champs. Et on les défonçait parce que voilà, une vidéo à l'époque elle me rapportait 300 balles. Donc je me disais bon, j'ai investi 200 € dans une voiture, on est toujours en bénéfice quoi. Donc c'était cool, on faisait les cons avec des TDS. Et puis est arrivé un peu comme le délire de la boiserie. Le délire de la boiserie, c'est qu'on a tellement détesté ces putains de boiseries dans les voitures qu'on a fini par les adorer. Et puis ça a fait pareil avec les TDS, on a tellement dit que c'était des voitures de merde, que c'était la voiture du mec qui avait pas les moyens. T'arrivais sur un rasso avec une TDS, t'étais un cassos, pas un cassos, mais les gens te disaient mais mec t'as pas d'argent, ils se foutaient de ta gueule quoi. Et donc moi j'ai été ce mec là qui arrivait sur les rassos avec des voitures un peu bizarres, des RHD, des machins où les gens se foutaient de ma gueule. Et la TDS c'était un peu ça au début. Et donc du coup nous on en a fait un délire parce qu'on n'avait plus rien à prouver, tu vois, les R8, Ferrari, machin, on les avait, les voitures de luxe, les trucs qui font baver tout le monde. Et donc du coup on s'en foutait de rouler un TDS. C'est comme aujourd'hui, tu vois, je pourrais avoir une Huracan par exemple, tu vois, j'ai réfléchi à en acheter une et puis en fait je l'achèterais pas, mais je pourrais avoir une Huracan et faire le patron qui réussit. C'est sûrement lié aussi au fait que les voitures très récentes t'attirent moins. Ouais, c'est ça aussi, mais il y a aussi le côté bling bling que si j'avais eu l'argent quand j'avais 20 ans, j'aurais eu une Huracan, ça c'est sûr. Ouais, mais c'est pas la mentalité que maintenant. Voilà, aujourd'hui c'est plus mon atout principal, c'est pour ça d'ailleurs que je me balade plus souvent en BX qu'avec mes autres voitures qui sont plus jolies quoi. Et très beau la BX quand même. Ah bah puis elle est très belle, elle est magnifique. Et si tu veux, bah ouais, on a fait un peu comme aujourd'hui où je roule en BX alors qu'on pourrait faire mieux. On a pris des TDS et puis on a commencé à faire des projets sur des TDS. Puis on a commencé à chercher des TDS qui n'avaient pas de borne, qui étaient propres. Et puis on a fait des vidéos en disant putain, mais on a trouvé la plus belle TDS de France. Elle a que 300 000 bornes, elle a pas de rayures, elle a pas de cône, elle est neuve. Et alors on a commencé à mettre des combinés filetés, on a commencé à mettre des jantes en 17, commencé à mettre des paquets M3 devant, derrière, à faire des lignes d'échappement, à faire des reprogrammations. À modifier un peu les intérieurs, etc. Et puis bah, quand tu montres ça à des vidéos qui font 400-500 000 vues, bah, t'as quand même beaucoup de gens touchés. C'est clair. Et puis sur 3 ans, t'as quand même vraiment beaucoup de gens touchés. Et donc bah, ça fait beaucoup de gens qui se disent putain, mais en fait, si tu veux, le fait que moi j'arrive en disant mec, c'est la classe de rouler en TDS, t'emmerdes tout le monde.
t'emmerde le mec qui a fait ce crédit pour montrer à tout le monde qu'il a de l'argent alors qu'on s'en fout, parce qu'aujourd'hui le problème des rassemblements c'est de la pignole entre celui qui aura la plus belle voiture, ça veut dire celui qui aura le mieux sucé sa banque, et puis celui qui aura le plus de chevaux. C'est ça aujourd'hui, c'est que ça dans les rassemblements. C'est malheureux. T'as une course aux chevaux absolument différente. C'est malheureux, mais c'est comme ça dans d'autres domaines. Aujourd'hui, les gens, c'est la course à la popularité, c'est la course à la richesse. Tu regardes dans un lycée, 50% des lycéens, tu leur demandes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils veulent faire youtubeur ou influenceur, quoi. Enfin, on est dans un truc aujourd'hui, c'est le paraître avant tout le reste. Et c'est pareil dans l'automobile. Les gens, ils veulent une Porsche pour montrer qu'à 40 ans, ils ont réussi leur vie et qu'il a une Porsche. Tu vois, et si en plus, il peut avoir la Breitling ou la Rolex, bah, le mec, il arrive, il est validé par la street des bourgeois, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, exactement. Et c'est un peu ça que moi, je me fous de la gueule de ces gens-là, mais crever, tu vois. Moi, je suis venu en Clio. Hein. Ouais, non, mais je juge pas de toute façon. Elle a une belle rigueur, je sais pas si tu l'as vu au passage. Mais j'ai pas vu, non. C'est celle de ma mère, elle a quelque chose. Elle a un vrai petit charme. Non, mais tu sais, moi, les gens aujourd'hui, ils sont attirés par les gens connus, les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont des belles voitures, mais moi, je m'en branle. Moi, mes meilleurs potes, ils sont à découvert, et ils ont des voitures de merde, et c'est mes meilleurs potes, toi. J'en ai rien à foutre, quoi. Si on commence à juger les gens par ce qu'ils ont ou par qui ils sont. T'as pas fait tout ça pour ça, en fait. Mais non, c'est ça la différence. Pas du tout. Moi. Et je pense que c'est aussi une des raisons de ton succès, c'est parce que justement ça se ressent. Ça. Ouais, et puis les gens, ils ont bien vu que même avec 700 000 abonnés, ce qui est quand même, enfin, c'est pas incroyable, mais c'est quand même pas mal. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Les gens, ils ont bien vu que ma mentalité avait pas changé, tu vois. Que j'avais pas changé, que je suis pas devenu le mec qui chie à la gueule de tous ceux qui ont 100 000 abonnés, quoi. J'en ai strictement rien à péter, quoi. Et puis de plein d'autres choses, hein. J'ai vraiment rien à péter de beaucoup de choses. Des fois ça me porte préjudice, mais en tout cas pour ce qui est de la relation des gens et de comment être avec les autres, alors là, tu vois, j'ai plutôt tendance à me foutre de la gueule des riches, alors que beaucoup de gens me considèrent comme un riche. C'est ça qui est assez paradoxal. Non, mais c'est marrant parce que dans cet épisode on a bouclé pas mal de boucles. Mais c'est intéressant, je partagerai que mes abonnés écoutent, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés à moi qui aimeraient. On fera un peu de montage quand même, parce que tu vois, il y aura des petits cuts. Un petit cut, mais il y a pas mal d'abonnés à moi qui ont envie de connaître ça, mais moi j'ai pas envie de saouler 500 000 personnes en disant voilà, ma boîte, fiscalement j'ai fait comme ça, j'ai fait une holding. C'est toujours après on va pas parler de fiscalité maintenant, mais c'est toujours intéressant si tu veux, d'avoir peut-être un intervenant extérieur, si tu veux, qui va amener le sujet. Voilà, parce que moi je vais pas commencer à en parler comme ça, ou de mon parcours en particulier. C'est pas ce que tu me demandes. Et c'est vrai que j'ai pas envie de parler de ça à mes abonnés, j'ai pas forcément envie de les faire chier. Puis il y a peut-être 300 000 personnes qui en ont rien à foutre, mais il y a peut-être 200 000 personnes qui se disent putain, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, comment il a monté ses sociétés, comment il gère ses business, voilà, combien ça génère, comment ça marche, ils sont combien. Après, ce podcast, de toute façon, à la base c'est l'automobile, mais l'automobile c'est un sujet qui va chercher tellement d'autres choses, et c'est ce que je veux sur ce podcast. C'est l'avantage, c'est qu'en fait l'automobile aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir m'épanouir autant dans la moto que dans l'automobile, de par ma démarche entrepreneuriale, quoi. Parce que si tu veux, de base c'est YouTube, je gagne de l'argent avec YouTube, mais aujourd'hui bah voilà, c'est du chiffre d'affaires, c'est plus un salaire. YouTube, c'est plus un salaire pour moi, c'est du chiffre d'affaires. C'est juste une partie de ton chiffre d'affaires. C'est une partie de mon chiffre d'affaires, voilà. Et puis c'est tout ce délire là qui fait qu'aujourd'hui ma chaîne YouTube, elle est quand même considérée comme une chaîne entre guillemets automoto. Et puis il y a une vraie passion derrière, et puis il y a surtout le fait qu'aujourd'hui j'achète des voitures, je les bricole, je les retape, il y en a avec lesquelles je bourrine, il y en a avec lesquelles je m'amuse sur circuit, et puis j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir acheter entre guillemets la voiture que je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, tout à fait. Il y a une décorrélation en fait entre la valeur de la voiture et celle qu'on veut. Voilà, c'est ça. Je pourrais pas m'acheter une Véron, mais je pourrais. Vraiment envie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas en train de dire je peux m'acheter ce que je veux, de dire en mode je suis riche, tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que je peux m'acheter les caisses qui me font bander, quoi. Tu vois, demain je vais m'acheter une M3 92. Une M3 92, c'est une voiture que je kiffe, j'en ai eu, j'adore. Et tu vois, demain je peux m'en acheter une, quoi. Ça, c'est un rêve pour beaucoup. C'est une vraie liberté, en fait. C'est une vraie liberté, et ça a été un rêve longtemps pour moi. Et là, je suis en train de. Je vais même peut-être lâcher une deuxième petite exclue. Oh là 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 là. Non, je suis en négociation là avec des L4. Ça, c'est une voiture, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Tu en as parlé un petit peu sur Insta. J'en ai parlé un petit peu sur Insta. Tu peux expliquer un petit peu très brièvement ce truc de fou. C'est une voiture américaine. Bon, ça ressemble un peu à une Camaro ou une Mustang. C'est un vrai gros muscle car. C'est sur base de Dodge Challenger, c'est ça ? Voilà, c'est une Dodge Challenger. Et ils ont mis un compresseur sur le cylindre 2. V8 cylindre 2, compresseur. Et ça fait 797 chevaux d'origine. C'est une kermesse. C'est incroyable. Et puis, ils ont sorti un autre modèle qui s'appelle la Démon,
qui fait 840 chevaux d'origine. Donc une carto chez Shiftech, ça fait 1000 chevaux. Tu peux l'importer en France ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, tu peux l'importer. Bon, il y a des frais, mais tu peux l'importer. Et donc, tu vois bien, juste une cartographie, une ligne d'échappement, 1000 chevaux. Enfin, c'est incroyable. Et puis, voilà, elle a une gueule incroyable. Ouais, c'est une propulsion. Heureusement. Et c'est une caisse de dingue. Bon, c'est une voiture à plus de 100 000 euros. C'est une voiture très chère. Qui est beaucoup moins chère aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas toutes ces taxes. Qui est beaucoup moins cher aux États-Unis. Le modèle de base, il est à 54 000 $. Neuf. C'est un peu comme la Mustang en fait. C'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, je suis en train de voir justement pour en importer là. J'aimerais vraiment monter. Écoute, Tanti, parce que j'allais te poser des questions sur justement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et tes projets automobiles. On a la première réponse. Ah bah une L4. Là vraiment alors là tu sais j'ai eu mon époque où je voulais une Lamborghini Aventador où j'ai commencé à kiffer le côté bling bling, mais en fait maintenant je trouve que c'est presque je sais pas, j'aime plus du tout quoi. C'est plus mon délire, je trouve pas ça nul, mais c'est plus du tout mon délire. T'aurais l'impression presque d'être ridicule là-dedans. Ouais, ça me ressemble pas. Genre en fait je serais là-dedans pour montrer quelque chose et pas pour mon kiff perso. Une Lambo, tu peux pas t'amuser, tu peux pas drifter, tu peux pas faire le con, tu fais des départs arrêtés, tu casses la boîte, enfin tu vois. À la rigueur, si un jour j'achète une Huracan, ce sera pour ma mère, tu vois, pour remplacer la R8. Mais la Dodge Challenger, là, c'est vraiment la caisse que je veux, quoi. Ah, puis je vais m'en payer une, c'est sûr. T'imagines 797 chevaux d'origine. Ça, je vais m'en prendre une. C'est sûr. Là, je vais la poser par terre, lui mettre des grosses jantes. Écoute, dès que tu l'as, je viendrai la voir. Ah ouais, mais là, franchement. Ça me chauffe bien. Ça, c'est vraiment mon kiff, là. Mais je veux trouver la bonne, la payer pas trop cher, qu'elle ait pas trop de bornes, mais je veux une L4, ça, c'est clair et net. Mais en même temps, je suis tellement passionné d'automobile, ça me bouffe, ça me mène tellement. Tu peux pas imaginer que... Tout cet épisode, enfin tout au long de l'épisode, on le voit bien. À chaque fois, tu t'es ruiné pour des caisses. Ah ouais. Si ça, c'est pas de la passion, je sais pas ce que c'est. Ouais. Ah bah je te dis, j'étais rendu à un point, mec, où le garagiste, il va peut-être l'écouter s'il écoute le podcast, mais j'étais rendu à un point où je m'étais dit, j'ai pas le choix d'aller récupérer ma caisse sans payer, quoi. Et je m'étais dit, j'ai pas le choix, mec, j'étais rendu à ce point-là, quoi. Et puis après, bon, j'ai quand même une conscience et une dignité, tu vois, mais... c'était... j'étais en galère de ouf. Ouais, j'étais au bout de ma vie, franchement, j'étais au bout de ma vie pour cette Testarossa. Je peux dire que quand je l'ai roulé et qu'on me traitait de fils à papa, mon gars, les mecs, quand j'arrivais à leur parler, je leur disais, mec, si tu savais, je l'ai mérité ma caisse. Je peux te dire que je l'ai mérité, mon pote. Et je sais même pas si je vais pouvoir la garder en plus. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça que je me disais. Et donc là, moi, là, j'ai envie, là, mon rêve, là, j'ai toujours j'en ai beaucoup. Hein. J'ai la chance d'en avoir réalisé des dizaines. Et ça, c'est incroyable. Mais attention, j'ai des rêves, des fois, qui sont pas ouf. Pour certains, mais pour moi, incroyable. Ouais, mais en fait, tu t'en fous. Par exemple, la BX, c'était un rêve de ouf pour moi, tu vois. J'avais un deuxième rêve qui était incroyable. Pour moi, c'était vraiment un de mes plus gros rêves depuis que je suis tout petit, c'était d'avoir une moto neuve. Alors qu'on sait que ça change rien si elle a peu d'heures. C'est la symbolique. Voilà, c'était la symbolique d'avoir une Honda neuve. Mon rêve, c'était d'avoir une Honda neuve. Enduro ? Cross. Et cette année, je me suis payé 2 Honda neuves. Et incroyable, quoi. Je suis trop heureux. Je la regarde, je me dis putain, je suis le premier propriétaire. T'avais presque pas envie de les rouler, quoi. Ah, mais non. Puis je suis trop heureux. J'en ai rêvé toute ma vie devant les magasins, de voir des mecs. Je voyais des mecs qui signaient des bons de commande. Je disais putain, mais ce mec-là, il a réussi sa vie, cet enfoiré, il s'achète une moto neuve. Enfin, pas cet enfoiré dans le sens le bâtard. Ouais, j'ai bien compris. J'ai toujours envié les gens, mais en mode putain, il a réussi, quoi. Putain, le salaud, quoi. Trop cool. Je kiffe sa vie. Il a géré. Quand j'étais chez Kawa et que je voyais des mecs qui arrivaient avec des dernières Porsche et tout, ou des grosses BM, je disais putain, tu l'as payé combien et tout, 100 000 et tout. Je disais mais mec, t'as réussi ta vie, quoi, c'est cool. T'as quelle sensation, t'es comment dans ta peau là, t'as réussi à payer la caisse que tu voulais, mec, c'est trop bien. Et aujourd'hui, je vis ça, mec, c'est incroyable. Je vis un rêve, hein, clairement. Tu viens rêver. Ouais. Ah ouais, mais j'en ai pleinement conscience. Hein. Mais c'est génial d'avoir conscience. J'en ai pleinement conscience et le kiff, il est multiplié par 10, quoi. Parce que mec. Je me pose des fois et je réfléchis et je me dis mec, putain, j'espère qu'un jour je vais pas me réveiller et qu'en fait c'était un putain de rêve, tu vois. Et c'est trop cool, quoi, de pouvoir, ma mère toute sa vie elle a kiffé la moto, elle a kiffé les Harley, je lui ai acheté une Harley, puis je pourrais lui en payer une autre si elle veut. Enfin, c'est trop bien, mec. Et puis les rêves viennent en grandissant, tu vois. Au début, tu rêves d'une 50, après tu rêves d'une voiture, après tu rêves d'une maison. Après tu rêves d'un local quand t'as ton business, et là mon local je l'ai acheté, je suis proprio, déjà c'est pareil, c'est un truc de fou pour moi. Et tu vois, j'ai pu faire les travaux, j'ai pu acheter un beau Sprinter pour les gars qui s'occupent des livraisons, voilà, pour mes colis. Enfin, c'est incroyable, quoi. Voilà. Bon, après, j'y mets du cœur à l'ouvrage. J'en doute pas. Je pense que personne n'en doute, mais j'y mets vraiment du cœur à l'ouvrage parce que j'adore ce que je fais. Je suis content. Je travaille avec une super équipe. Mais pareil, tout ça, je l'ai voulu et j'ai choisi les gens avec qui je travaillais de cette manière-là.
Je suis arrivé déjà dans un style de management participatif, tu vois. Je suis pas le mec arrivant où tu m'appelles patron et tu te tais quand je te parle et tu fais ci et tu fais ça. C'est pas du tout ça. Les décisions, on les prend ensemble. Les gens qui sont concernés par les secteurs d'activité prennent les décisions eux-mêmes. Je peux valider certaines choses, mais il y a beaucoup d'autonomie. Il y a beaucoup de prises de décision en groupe où je suis même pas forcément des fois là. On fait des réunions, mais tous en commun. Que ça soit de la personne qui s'occupe simplement des emballages et qui envoie les colis à la personne qui gère un site internet qui fait plus de 2 millions par an. Bah, on fait des réunions tous ensemble. Parce que tu veux que tout le monde soit impliqué en fait. Je veux que tout le monde soit impliqué. Comme je te dis, que ce soit la personne qui s'occupe juste des colis à la personne qui a beaucoup de responsabilités et qui est cadre dans ma société, ces personnes-là sont mises à la même hauteur. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de tu gagnes plus que moi, tu ceci, tu cela. La réalité des choses fait qu'il y a un patron et qu'il y a des gens qui gagnent plus que les autres. Mais l'ambiance, le style de management est fait pour que tout se passe bien. Et ça se passe comme sur des roulettes. Et je sais cadrer au moment où il faut cadrer, quoi. Et je pense que c'est ça qui va t'amener aussi à aller chercher tes futurs rêves, parce que t'en as plein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? Et l'ouverture de mon magasin d'Airsoft, sans que le Covid me le fasse fermer et perdre de l'argent. Forcément. Et puis que mon magasin de moto finisse de se construire, parce que j'ai un bâtiment qui est en construction. Ce serait quoi comme moto? Off-road, trial, enduro, cross. Ok. Donc, putain, là c'est une grosse exclue, hein. Personne n'est au courant. Ah, c'est fou. Personne n'est au courant. J'ai 3 exclus, quoi. C'est dingue. Non, mais c'est rigolo. Voilà, c'est mon rêve premier dans le travail. C'était de faire ce bac mécanique moto SBTS vente pour réparer à la fois vendre des motos, sachant que je fais que ce qui me passionne, parce que j'ai le choix et j'ai la possibilité de faire que ce qui me passionne. Et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est le trial parce que j'en ai fait, de l'enduro parce que j'en fais, et du cross parce que j'en fais. Et c'est des choses que je maîtrise et que je connais par cœur. Donc j'ai envie de proposer des choses que je maîtrise. J'ai pas envie de vendre une machine à laver à quelqu'un et de dire je sais pas combien fait de litres le tambour. Par contre, une moto, je peux savoir les chevaux sans regarder la revue technique. Et donc voilà. C'est un beau projet, je pense, qui va voir le jour. Et au niveau perso, sur les voitures qui pourraient te faire kiffer ou les motos qui pourraient te faire kiffer, est-ce que t'as parlé de la L4 forcément, mais... Dans le côté travail, il y a mes ouvertures d'établissement. Il y a mon bâtiment que j'ai actuellement qui va peut-être devenir un énorme bâtiment un jour. Celui dans lequel on est maintenant. Celui dans lequel on est maintenant, que je garderai parce que c'est le premier, c'est symbolique, etc. Puis je le mettrai peut-être en location. Mais il y en aura peut-être un très gros, où je vais réunir plusieurs secteurs d'activité et développer d'autres choses. Et puis donc ça, c'est dans mes projets professionnels. Projet perso, automobile, j'ai envie de me faire un kiff incroyable, de me faire une collection de caisses que je mettrai dans mon showroom, dans mon futur grand local. Donc il y a une corrélation dans tout ce que je fais en fait. J'ai envie de me faire une TDS coupée. Donc c'est-à-dire de prendre... De recarrosser une TDS. Voilà, c'est-à-dire de prendre une série 3 essence coupée, parce que les TDS n'existent pas en coupé, et de mettre toute la motorisation et tout de la TDS dans un coupé. Donc j'ai envie de me faire une série 3 posée par terre avec des belles jantes BBSLM en 17, flanc tendu, pack M3, toit ouvrant, intérieur Cobra. T'as déjà tous les acteurs qui pourraient te permettre de réaliser ce projet, etc. Tout. Il me manque l'argent, parce qu'en fait, je fais déjà beaucoup de choses, mais si je veux en faire encore plus, forcément, il faut plus d'argent, hein. Ça tombe pas du ciel. Encore une fois, c'est les moyens. C'est les moyens. Mais bon, ça c'est des trucs incroyables, mais ça va être des beaux projets de vidéo. Et donc oui, dans cette constitution de collection, je me ferai une TDS coupée. Il y aura ma BX. Tu seras le seul en France, même au monde, à avoir une façon. Peut-être. Oh, peut-être quelqu'un l'a déjà fait, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais il y aurait cette TDS, il y aurait ma BX, il y aurait mon fameux Cayenne qui est en fin de restauration, qui va ressortir tout neuf. Qui a une première génération. Première génération, 3.2 V6, le plus détesté, mais celui que j'aime le plus. Et il y aura ma Testarossa, le Dodge Ram, mais bon, ça sera plutôt un véhicule que je vais utiliser plutôt tous les jours. Ça sera très éclectique en fait. Hein. Ouais. Et il y aura donc une L4. Je parle dans un futur en proche, moyen proche. Moyen proche, en rêvant surtout, parce que bon, je peux pas tout faire. Mais voilà. Et puis mon Monster Truck forcément. Mais j'aimerais bien tout réunir dans un showroom. Et puis 2-3 autres petites voitures atypiques, mais pas forcément des voitures chères, quoi. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite, mais je ne doute pas avec une telle mentalité que tu vas y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Et puis voilà. C'est pas... Ouais, et puis c'est pas vital. T'as que 26 ans, ça va. J'ai que 26 ans, c'est pas vital, mais voilà. Aujourd'hui, je me bats plus pour pérenniser mes entreprises, avoir des bonnes conditions pour les gens qui travaillent pour moi. Moi, je considère que moi, c'est cool ce que je fais, mais que il y a une grosse importance dans mon travail pour les gens qui bossent avec moi.
Il est hors de Ils sentent question, bien, il est etc. hors de question que je paye quelqu'un au SMIC, quoi. Et les gens, il y a des perspectives d'évolution dans tout ce que je fais, que ce soit dans le travail, dans les tâches, dans les rémunérations. Et ça devient ma priorité dans le travail, quoi, que les gens vivent bien, quoi. Le vrai patron. Ouais. Ouais. Parce que j'ai été simplement salarié avant. Et que même avec 1400 euros, on fait pas mal de choses. Mais quand on est rêveur comme moi et qu'on veut faire plein de choses et qu'on a plein de passion, parce que c'est aussi mon problème, c'est que je fais de la moto, je fais de l'enduro, je fais de la voiture, du circuit, du drift, de l'airsoft. Enfin, je fais énormément de choses. Et du coup, tout ça, ça demande de l'argent. Et les gens qui bossent avec moi, c'est aussi des grands rêveurs. Et j'ai envie qu'ils puissent venir au travail en M4 s'ils ont envie, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, totalement. Donc c'est pour ça que c'est des choses que je considère énormément, la rémunération au travail et les conditions surtout. Bah écoute, c'était un plaisir en tout cas de tourner cet épisode avec toi parce qu'on a couvert plein de sujets. Ouais. Mais non, c'était trop cool. Et puis merci de m'avoir accueilli. Bah écoute, je crois que c'est la première fois que je fais un podcast. Ça fait quelques mois que je réfléchis là, pas à me faire un petit studio et inviter 2-3 personnalités comme ça. C'est une autre exclu ça par contre. C'est une autre exclu. Ah mais non, mais là aujourd'hui c'est les exclus. Non mais c'est vrai que ça j'y réfléchis, c'est pas un projet, c'est plutôt vraiment j'y réfléchis, mais j'aimerais bien me faire un petit studio sympa là, puis prendre du bon temps, tu vois, inviter les gens, fumer une chiche, boire un coup, essayer des trucs et puis parler de la vie des gens, écouter les gens. J'ai envie d'apprendre des gens, j'ai envie qu'on m'explique, découvrir des passions, découvrir des religions, découvrir des façons de faire. Voilà. Ouais, nouvelle culture, etc. Et puis n'oubliez pas les amis d'aller écouter ce petit podcast et puis d'en parler à vos potes. Ah bah c'est cool. Très important. C'est cool. Je pense que t'as beaucoup de projets aussi, toi. Ouais. De ton côté. C'est pas ton podcast, mais peut-être qu'un jour, quand j'aurai mon studio, je viendrai te faire un podcast. Tu viendras. Je changerai de camp. Tu changeras de camp et tu viendras, tu nous expliqueras. Mais je pense que t'as beaucoup de projets, beaucoup de choses intéressantes à faire et puis beaucoup de gens à recevoir et beaucoup de sujets à traiter. Il y a tellement de sujets, c'est incroyable. L'automobile abrasse tellement de sujets différents. J'ai plusieurs questions d'ailleurs à ce sujet. Ça sera toujours autour de l'automobile ou tu veux, pourquoi pas te diversifier plus tard ? Ça y est, je passe de l'autre côté là. Pour l'instant, ce sera toujours automobile. Toujours automobile. Puis ça reste ma passion. Voilà. Si tu veux, c'est ce qui fait que je bosse tous les jours comme un acharné. C'est parce que justement, ça me passionne. Je te disais que tu vois, j'ai pas dormi cette nuit. J'aurais pas fait ça si c'était pas la passion, tu vois. De toute façon, on est toujours plus performant quand on fait quelque chose qu'on aime. Hein. Bien sûr. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Bah voilà. Enfin, j'en suis intimement convaincu. Et tu parlais tout à l'heure de vivre un rêve éveillé, tu vois. Mon rêve éveillé, moi, c'est tous les jours d'aller rencontrer des gens incroyables qui ont tous des histoires différentes. Mais l'automobile, c'est ça. C'est en fait, c'est le lien. Ça peut créer un lien entre un multimillionnaire américain avec un mec qui bricole des TDS. Un mec qui bricole des TDS ou un mec fan de Xara, tu vois. Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça qui est incroyable. Et c'est peut-être un des seuls objets au monde, à mon sens, qui peut permettre ça. Oui. Parce que t'as ce côté liberté, t'as ce côté mobilité, etc. Pour moi, c'est les sports mécaniques en général, ça réunit beaucoup de gens. Plus ou moins sur les catégories, mais oui, pour moi, l'automobile, c'est un gros. T'as le fait de bouger, en fait. T'as le fait de l'attachement à l'objet. T'as tellement de facettes, en fait. T'as le design. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est venu très tôt. À la base, les voitures, c'est pour aller d'un point A à un point B, quoi. Oui, et puis finalement, c'est quoi ? Une voiture, ça a 150 ans, pas plus. Puis c'est devenu des œuvres d'art, c'est devenu des objets avec lesquels on prend beaucoup de plaisir. Et tu vois, là, on a abordé certains aspects dans cet épisode plutôt que d'autres, parce que c'est normal, il y a toujours un prisme qui se fait. En tout cas, Lucien, c'était vraiment un plaisir de tourner cet épisode avec toi. Bah écoute, plaisir partagé, hein. J'ai l'impression qu'on a un bon retour son dans la petite isolation. On est pas mal du tout, on est pas mal. Puis on a abordé tellement de sujets différents, enfin, c'était trop cool. Ouais. Je pense qu'on se reverra très vite, et puis ouais, à bientôt. Merci à toi, et puis ouais, à une prochaine carrément. Ciao Lucien. Allez, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Note I qui écrit « C'est sans conviction particulière que j'ai commencé à écouter ce podcast lié à l'automobile, mais au fil des minutes, j'ai commencé à réaliser sur quel bijou je venais de tomber. En effet, c'est un véritable bonheur de pouvoir écouter toutes ces histoires automobiles, toutes plus variées les unes que les autres, avec pour dénominateur commun d'être passionnantes. Avec un Yann aux commandes qui vient sublimer tout cela grâce à sa qualité d'écoute sans faille et sa justesse à toute épreuve, bravo à lui pour l'amélioration de la qualité sonore par rapport aux premiers épisodes, qui est désormais digne de la haute qualité du contenu proposé. Bah écoute, Note I, merci beaucoup. On va finir par croire que je paye ces commentaires tellement ils sont extraordinaires, ça me touche énormément. Je suis pas sûr que je mérite tout ça, mais merci beaucoup.
Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.